Merci Michel pour cette introduction, merci Jean-Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux pour cette soirée autour de la transition énergétique et de la prospective. Alors je vais vous présenter un projet. C'est moi qui dois slider, c'est mieux. Alors est-ce que ça marche? Voilà, je vais vous présenter un projet qui s'intitule Explorer l'avenir pour planifier la transition énergétique. Qui a débuté il y a un peu moins de 2 ans au sein du Shift Project, donc que j'ai piloté. J'ai été assisté dans cette tâche par Valentin Labre, qui est au fond de la salle pendant 1 an, qui a développé les parties sur l'économie et l'emploi. Donc si vous avez des questions, vous pourrez en tout cas dialoguer avec Valentin au cocktail. L'objectif de ce projet était de produire un référentiel méthodologique à destination de la prospective en transition énergétique et électrique, et donc à destination des producteurs d'études prospectives et des producteurs de scénarios. Alors je vais vous expliquer le contexte dans lequel ce projet a pris place, je vais vous expliquer la démarche que nous avons suivie, nos objectifs, les grands résultats. Ça devrait prendre, j'espère, 50 minutes, en tout cas pas plus. Et puis on aura un temps d'échange de 20 minutes juste après, donc réservez vos questions pour ce moment-là. Alors le contexte dans lequel ce projet prend place, vous le savez tous, c'est un contexte de transition énergétique. Et alors au Shift Project, on aime bien raconter cette histoire de transition comme étant poussée par ce qu'on appelle la double contrainte carbone. C'est-à-dire que nos économies sont fuelées, sont alimentées par essentiellement de l'énergie fossile à 75%. Et cette énergie fossile, elle brûle. Et donc à l'aval de la combustion, il y a des émissions de CO2, gaz à effet de serre, réchauffement climatique, ça vous le savez tous. Et puis en amont de cette combustion, il faut bien que le combustible soit disponible. Et comme ces combustibles fossiles sont des énergies de stock non renouvelables, donc finies, les mathématiques nous apprennent qu'elles vont passer par un pic de consommation et décliner inexorablement. Et alors au Shift Project, on pense que le pic de pétrole conventionnel est certainement déjà passé. Donc on entre dans un régime peut-être beaucoup plus oscillant sur les prix du pétrole. Et puis le pic global peut-être arriver dans les prochaines décennies. Donc de très bonnes raisons de s'atteler à cette transition énergétique. Alors les politiques ont largement affirmé ce contexte aussi, ça s'est cristallisé lors des accords de Paris en 2015, au moins dans les ambitions. Donc c'est déjà ça. Sur le terrain et en profondeur peut-être moins. Et d'autre part, un point important de cette transition énergétique, c'est qu'elle met souvent l'accent sur le système électrique. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs imaginent une transition où on va électrifier des usages. Par exemple, on va passer à la voiture électrique. Et d'autre part, mondialement, le système électrique fonctionne encore beaucoup au charbon et au gaz. Et donc, ça va aussi modifier ce système électrique. Alors, dans ce contexte, un certain nombre d'acteurs produisent des études prospectives. Alors, les études prospectives, elles racontent différents scénarios, c'est-à-dire elles racontent comment la transition peut se dérouler selon plusieurs scénarios, et puis en comparant ces différents scénarios, on va en tirer des conclusions. Alors, vous voyez apparaître à l'écran un certain nombre d'études prospectives que nous avons retenues dans notre projet. Donc, vous voyez des études de l'ADEME, de RTE, Réseau de transport d'électricité. Vous avez des études de l'association Négawatt, du ministère pour la France. Et puis ensuite, vous avez des scénarios européens par la Commission européenne, par European Climate Foundation, par la SFEN, etc. Et puis vous avez des scénarios mondiaux par des associations comme Greenpeace ou WWF, ou encore par l'Agence internationale de l'énergie, l'IRENA, le World Energy Council, etc. Alors, comment avons-nous décidé de retenir telle ou telle étude dans notre périmètre? Nous avons retenu les études prospectives de long terme, c'est-à-dire qui se projetaient à plus de 2035, à plus de 15 ans. Nous avons retenu les études si elles étaient publiées, c'est-à-dire elles sont sur la place publique et ce ne sont pas des études en interne d'entreprise qui vont servir à la décision stratégique de l'entreprise.
Nous avons retenu les études si elles faisaient une description suffisamment fine du système électrique, et nous avons retenu les études si elles s'appliquaient à une échelle au moins nationale, et donc nous n'avons pas gardé les études régionales, région Aquitaine, Nord, etc. Alors le grand nombre d'études qui sont publiées, c'est a priori une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a accès en tant que société à un grand nombre d'informations, et donc on va pouvoir prendre de meilleures décisions publiques sur la transition énergétique. C'est ce qu'on pourrait se dire a priori. Ça montre un certain dynamisme de la communauté prospective. En fait, quand une étude est publiée, il y a deux niveaux de difficulté sur ces études. Le premier niveau apparaît lorsqu'une étude est publiée. Souvent, on voit qu'il y a des critiques qui sont formulées, des questions qui sont formulées à propos de l'étude. Ça peut être des critiques ou des questions sur les hypothèses, sur le modèle utilisé, sur l'approche globale, sur la présentation des résultats. Et donc ça pose la question, alors d'une part est-ce qu'on n'a pas oublié d'aspects clés, d'aspects critiques dans l'étude en question. Ça pose la question de est-ce que cette étude prend en compte les résultats scientifiques des sujets desquels elle parle. Ça pose la question également de la transparence de l'étude, c'est-à-dire est-ce qu'elle nous donne assez d'informations pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle est en train de faire. Ça pose la question de la communication et de la vulgarisation de l'étude, parce que ces études décrivent une transition du système énergétique, qui est un système très complexe, et donc il y a des efforts très importants à faire sur la vulgarisation. Puis un deuxième niveau de difficulté qui apparaît, lorsqu'on veut prendre en compte collectivement les études et en tirer une information collective pour une prise de décision publique. Alors ça arrivé lors du débat national sur la transition énergétique en 2014, lorsque les politiques ont voulu se fixer des objectifs long terme en se basant sur un panel d'une dizaine de scénarios différents. Et en fait, on s'est aperçu que c'était très compliqué à faire, et un cabinet Carbone 4, pour ne pas le nommer, a été mandaté pour faire ce travail de débroussaillage, et donc pour en fait aller trouver des données supplémentaires, pour aller retourner voir les scénaristes, parce que tout n'était pas forcément inscrit dans les rapports de scénario, et c'est bien naturel, puisque les périmètres des différentes études sont différents, que ce soit les périmètres géographiques ou les périmètres sectoriels, et les différentes études vont se poser des questions légèrement différentes pour éclairer des aspects différents de la transition. Donc il y a un besoin de faire dialoguer ces études pour en tirer de l'intelligence collective. Alors partant de ce contexte, nous nous sommes fixés 3 grands objectifs pour ce projet. Le premier objectif était d'établir une liste de sujets clés à aborder absolument dans toute étude prospective sur la transition. Alors qu'est-ce qu'on appelle un sujet clé? C'est un sujet qui, s'il n'est pas pris en compte, remet complètement en cause, ou plutôt c'est un sujet tel que si on ne le prend pas, si on se met à le prendre en compte, eh bien ça peut changer radicalement les résultats de l'histoire qu'on est en train de raconter. Par exemple, pour illustrer, si vous connaissez certainement la situation en Californie actuellement, où des incendies sont déclenchés par des contacts entre le système électrique et la végétation. Et comme on est dans un contexte extrêmement sec, ça crée des incendies, et donc il faut parfois couper le système électrique. Dans la planification de ce système-là, il est possible, je ne sais pas, je n'étais pas là, que l'effet du réchauffement climatique n'ait pas été pris en compte. Et typiquement, si on l'avait pris en compte, on aurait peut-être pu prévoir ce genre de situation, et donc mieux planifier la conception du réseau et son opération. Donc ça, typiquement, l'impact du réchauffement climatique sur le fonctionnement du système électrique est un aspect clé à prendre en compte. Donc on a essayé d'établir une liste de ces sujets clés. Notre deuxième grand objectif était de comprendre et d'analyser les pratiques collectives des études prospectives. Alors, les pratiques collectives, si vous voulez, c'est on ouvre un certain nombre de rapports d'études prospectives et on essaie de comprendre sur un sujet clé donné ce qu'elle fait. Par exemple, les études prospectives projettent le système électrique dans le temps et le font évoluer dans le temps. Donc on regarde comment elles font, les règles qu'elles se donnent, et on s'aperçoit au global qu'il y a 3 grandes manières de faire évoluer le mix électrique dans les études. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est des structures à travers les différentes études, les études prospectives. Et notre dernier objectif était de proposer des recommandations pour
améliorer ces pratiques collectives. Donc des recommandations à destination des producteurs de scénarios. Alors le projet s'est déroulé en plusieurs étapes qui ont impliqué à divers degrés des experts, alors soit des experts du système énergétique, des experts en prospective, et ces experts venaient de divers milieux, soit professionnels, soit associatifs, soit académiques. Et il y a eu des phases de consultation d'experts qui se sont alternées avec des phases de recherche plus académiques ou basées sur la littérature grise, donc sur les rapports d'associations, les rapports d'organisations internationales. Et puis je dois dire qu'il y a un terreau, il y a un passif au Shift Project sur évidemment tous les sujets de la transition et de la prospective. Par exemple, on peut mentionner le fait que le Shift co-organise tous les 2 ans un colloque d'une semaine à l'école de physique des Ouches, intitulé Science for Energy Transition, et donc qui va réunir une 60aine d'experts académiques sur les sujets de la transition et de la prospective. On a également produit un exercice prospectif qui s'appelait 9 propositions pour décarboner l'Europe. Donc sur ce terreau-là, on a pu lancer ce projet qui au total a pris en compte 20 études prospectives, à peu près 300 références bibliographiques, et qui a inclus au total une 60aine d'experts de la prospective et de la transition. Alors tout ça pourquoi? Eh bien pour un référentiel méthodologique. Alors ce référentiel, vous ne l'avez pas entre les mains, il est trop volumineux pour qu'on vous l'ait imprimé à tous. Ce que vous avez, c'est le rapport de synthèse qui est mentionné en bas, et qui fait une 30aine de pages, et le résumé au décideur qui fait 4 pages. Alors qu'est-ce que vous trouvez dans ce référentiel méthodologique si vous allez sur Internet pour voir son contenu fin? Vous allez trouver qu'en fait la liste de sujets clés qu'on cherche à établir au départ, elle fait à peu près 120 sujets. Et pour chacun de ces 120 sujets clés, on va définir et décrire scientifiquement le sujet. Alors ces sujets clés, en fait, vous avez une sorte de carte ici que vous retrouverez dans le rapport, parce que là c'est un peu trop petit, vous le retrouverez dans le rapport de synthèse, qui fait la liste de manière graphique de tous ces sujets clés. Donc vous allez trouver par exemple comment la demande en énergie évolue, comment les gens se déplacent dans la transition, comment la mobilité évolue, comment les gens vont se chauffer, comment les industries vont-elles produire, combien elles vont consommer pour produire tout ça. Vous allez avoir des aspects évidemment sur comment les mix énergétiques et les mix électriques évoluent. Vous allez avoir des questions sur comment la transition est acceptée ou pas, est-ce qu'elle est désirable ou pas, et comment prendre en compte tout ça. Vous allez avoir des aspects, évidemment, sur les interactions entre le système énergétique et l'environnement, tels que la criticité des matériaux, le réchauffement climatique, l'intégrité de la biosphère, etc. Vous allez avoir aussi des recommandations et des sujets clés sur l'économique, donc les pouvoirs d'achat, le PIB, comment mesurer les coûts d'une transition. Donc beaucoup de sujets clés que clairement je n'aurai pas le temps d'aborder dans l'ensemble ce soir. Et ces sujets clés sont répartis dans 12 dossiers techniques qui se veulent thématiques. Donc sur Internet, vous trouvez les 12 dossiers techniques. Alors maintenant que vous avez en tête le contexte et les objectifs du projet, je vous propose d'aborder les grands résultats de ce projet. Alors premièrement, je vais commencer par vous raconter ce que nous-mêmes on a compris sur notre objet d'étude, parce que à force de regarder des études prospectives, on s'est mis à mieux les comprendre et un peu à les théoriser. Donc on va vous proposer quelques termes qui viennent cadrer et qui permettent de mieux comprendre ce qu'est une étude prospective, dans un premier temps. Dans un second temps, on parlera des limitations critiques des études que nous avons observées dans les pratiques. Alors les limitations critiques, ce sont les limitations telles que si on les oublie, ça peut changer complètement le résultat des histoires qu'on raconte, donc des scénarios, et ça peut changer donc les conclusions de l'étude. Et enfin, le but n'étant pas d'enterrer la prospective, mais bien de réaffirmer qu'elle est très utile pour le débat public, mais qu'elle peut s'améliorer, nous parlerons des recommandations que vous trouverez donc dans le référentiel méthodologique. Alors commençons par mieux comprendre les études prospectives. Déjà une question qui paraîtra peut-être simple pour les producteurs de scénarios, peut-être moins pour les autres. Qu'est-ce qu'une étude prospective?
Alors je vous propose une définition un peu théorique. C'est un recueil de scénarios de transition énergétique, c'est-à-dire un recueil d'histoires qui vous raconte comment le système énergétique et le système électrique en particulier évoluent. Et puis en comparant plusieurs de ces scénarios entre eux, on va en tirer des connaissances et des recommandations qui vont être utiles pour le débat public, utiles pour une prise de décision sur le long terme. En pratique, certes, oui, c'est un outil d'information, mais c'est également un outil d'influence, et ça c'est quelque chose à garder en tête lorsqu'on ouvre une étude prospective. Alors influencer, oui, mais qui ? Ça dépend des études prospectives. Il y a des études prospectives qui vont être destinées essentiellement aux politiques. Vous allez avoir des études prospectives qui vont également s'adresser au grand public. Donc typiquement, on observe que les études publiées par des associations vont aussi essayer de parler au grand public, plus que d'autres études. Et certaines études peuvent aussi s'adresser au monde plutôt académique, donc des études plus techniques. Alors, influencer, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas bien d'influencer ? Alors, venant d'un think tank qui s'appelle The Shift Project et qui cherche justement à éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique, vous doutez bien que je ne vais pas dire que c'est mal, et peut-être même que c'est positif de vouloir influencer. Alors souvent, quand on parle d'influence, les idées qui viennent rapidement, c'est « Ah bah tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de défendre un intérêt particulier ?» dans un exercice où justement il faudrait parler d'intérêt général. Ça peut être la première critique. Deuxième idée, ah oui, mais il y a de l'idéologie qui est cachée dans cette étude, et ce serait une idéologie qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général, encore une fois. Alors là-dessus, on peut prendre position en disant que de toute manière, il est inévitable que des intérêts et des idéologies se retrouvent dans les scénarios. Et donc, par conséquent, on ne va pas chercher à les éviter, et c'est même légitime, quelque part. Voire même, dans le cas de l'idéologie, c'est la précondition pour pouvoir faire un scénario. Alors pourquoi ça ? L'idéologie, c'est l'ensemble d'idées dans lequel je baigne et qui façonne ma vision du monde. Et quand je fais un scénario, je mets en jeu cette vision du monde et je la projette dans le futur. Donc l'idéologie est même la base de la prospective. Alors nous, ce qu'on dit au Shift là-dessus, c'est que c'est la transparence qui va nous sortir de ce dilemme. C'est-à-dire que si on demande aux scénaristes d'être très transparents sur les raisons pour lesquelles ils ont fait tel ou tel choix d'hypothèses, de modèles, etc., eh bien chacun pourra se faire son idée sur est-ce que oui ou non cette hypothèse et ce mode de faire de la prospective va dans le sens de l'intérêt général. Alors les scénarios qui sont mis en jeu dans les études prospectives, elles étudient ce qu'on a appelé, nous, un système central. Alors le système central, typiquement, c'est le système énergétique, ou bien ce sont des sous-systèmes du système énergétique. Et classiquement, le système central, on le divise en deux grands côtés, le côté offre, le côté demande. Le côté offre, c'est la partie du système énergétique qui va extraire l'énergie primaire de l'environnement, qui va la transporter, la transformer, la raffiner, etc., jusqu'au point de consommation, c'est-à-dire jusqu'à la prise chez vous, jusqu'au réservoir de la voiture, etc. Parce que vous-même, vous ne consommez pas de l'électricité en mettant vos doigts dans la prise, et vous ne buvez pas du pétrole pour vous déplacer. Et justement, le côté demande, c'est tous les équipements, l'ensemble des équipements qui va transformer cette énergie finale en énergie utile et donc qui va vous apporter un service énergétique. Vous trouvez dans le côté demande également les procédés industriels. Donc toute comment on va modifier la matière, chauffer la matière, etc. se retrouve côté demande. Alors pour voir si vous avez bien suivi, le camion citerne, il se retrouve de quel côté ? Côté offre, côté demande. Jean-Marc ? Alors, il y a hésitation, c'est bien normal, parce qu'on peut considérer qu'il est des deux côtés. Donc côté offre, parce qu'il est en train de transporter de l'essence jusqu'à la station-service, donc pour vous permettre ensuite de mettre cette essence dans le réservoir de la voiture. Mais il est aussi côté demande, parce qu'il consomme lui-même de l'énergie dans son réservoir pour obtenir un service énergétique qui est de déplacer une masse de pétrole, qui est un service. Le système central, il peut contenir plusieurs systèmes, sous-systèmes, on va dire, correspondant à différents vecteurs énergétiques.
Donc vous avez le système, par exemple, pétrolier qui va extraire, raffiner, transporter, etc., le pétrole jusqu'à la station-service. Vous avez les systèmes de chaud et de froid, vous avez pourquoi pas le système hydrogène s'il est appelé à se développer, système gazier, pétrole, j'ai dit, charbon, uranium, et le système électrique, qui est un système particulier du système énergétique. Alors nous, les études que nous avons prises en considération dans notre projet, il y en a 3 grands types. Il y a celles qui regardent le système énergétique dans son ensemble, donc tout vecteur compris, côté offre comme côté demande. Il y a celles, elles sont rares, qui regardent le système électrique dans son ensemble, côté offre et côté demande. Et il y a celles qui ne regardent que le côté offre du système électrique. Donc 3 grandes catégories d'études qui sont en fait bien différentes. Alors ce système central, il n'est pas dans l'espace intersidéral, il interagit avec ce qu'on a appelé des systèmes environnants, que sont la société, l'environnement et l'économie. Alors par exemple, comment le système central évolue coévolue avec la société, c'est par les comportements de consommation, les comportements d'achat que vous allez faire, et donc qui va influer le système central. Avec l'environnement, ça va être plutôt le système central qui va impacter l'environnement, quand on le pense comme ça assez rapidement, donc via par exemple le réchauffement climatique, les impacts sur la biosphère, les prélèvements de ressources, mais également il y a des feedbacks de l'environnement, des boucles de rétroaction de l'environnement vers le système central, via par exemple les risques physiques du réchauffement climatique. Et puis il y a aussi une interaction bilatérale entre ce système central et l'économie, via le jeu des prix et des conditions économiques qui vont faire qu'on consomme de telle ou telle manière. Tous ces systèmes donc coévoluent et tout l'enjeu d'un scénario, c'est de raconter l'histoire de cette coévolution au cours du temps. Donc là, on voit le système central est devenu un peu plus vert, la société s'est un peu éclaircie dans ce premier scénario. Puis on peut imaginer un second scénario où le système central a complètement changé de couleur et puis la société s'est un peu assombrie. Et l'étude prospective va faire des comparaisons dans ce cadre-là et en tirer les conclusions pour la prise d'action actuelle. Voilà, donc j'espère que vous avez mieux compris les études prospectives et ça pose déjà quelques cadres pour mieux discuter les limitations critiques des études. Alors j'attaque les limitations critiques. J'en ai sélectionné quelques-unes parce que je n'aurai pas le temps de toutes les aborder. Je vous en propose une première ici, première interaction, première limitation. C'est le fait que certaines interactions critiques ne sont pas prises en compte. Donc je vous parlais de la liste des sujets clés à prendre absolument en compte. Eh bien certains de ces sujets clés ne sont pas pris en compte, ou pas toujours, dans les études prospectives. Alors, je vais essayer de prendre un exemple pour vous expliquer ça. Imaginons un scénario qui met en jeu un système énergétique. On regarde le mix énergétique évoluer, combien de pétrole, combien de charbon, combien d'électricité, etc. Et puis on regarde les émissions de CO2, ça va être l'indicateur intéressant dans cette étude. Et on imagine que ce système énergétique est cadré, donc il a des conditions limites. Les hypothèses d'entrée de ce système énergétique vont être par exemple le PIB, la démographie, l'activité industrielle, les technologies qui sont disponibles année après année et leur évolution dans le temps, leurs caractéristiques et leurs coûts. Et alors là, on peut se dire, ok, il y a des émissions de CO2, mais alors le GIEC, moi, me dit que s'il y a des émissions de CO2, il va y avoir un dérèglement climatique et ça peut avoir des impacts sur mon économie et notamment sur mon système énergétique. Donc vous voyez qu'il manque une boucle de rétroaction. Typiquement, cette boucle de rétroaction peut changer radicalement l'histoire que vous racontez. Par exemple, dans tous les scénarios business as usual qu'on voit dans les études prospectives, qui continuent à émettre du CO2 en grande quantité et qui pourtant ne racontent jamais l'histoire complète de l'impact sur le PIB. Alors ça, c'est une interaction qu'on ne voit pas prise en compte dans les études prospectives. Et en fonction des scénarios, c'est plus ou moins grave. Si par exemple j'ai un scénario où on réduit drastiquement les émissions de CO2, c'est peut-être pas si grave de ne pas prendre en compte cette interaction. Par contre, dans les scénarios business as usual, ça peut poser question. Un autre exemple, encore en lien avec le réchauffement climatique, vous savez que le système électrique a besoin d'eau pour fonctionner, et notamment pour refroidir les centrales thermiques, donc nucléaire, charbon, gaz.
Et il a également besoin d'eau pour faire fonctionner l'hydroélectrique. Donc le changement climatique peut aussi mener à des changements de pluviométrie. Et si vous prenez en compte ces changements de pluviométrie, ça peut éventuellement changer complètement l'évolution du mix électrique que vous êtes en train de décrire. Un dernier exemple, c'est une petite flèche qui est apparue en bas, les compétences. Alors pour faire une transition énergétique, il y a besoin de gens qui travaillent et qui fabriquent les nouvelles infrastructures, qui les conçoivent, qui les installent. Et dans ce cadre-là, ça pose toute la question de comment on a formé ces gens-là en amont. Est-ce que ça prend du temps ou pas? Est-ce que ce sont des hautes compétences ou pas? Et puis la question de est-ce que les compétences sont au bon endroit? Donc est-ce que j'ai suffisamment de gens pour construire toutes les éoliennes dans le nord et tous les panneaux photovoltaïques dans le sud? Je prends un exemple. Sinon, est-ce qu'on les déplace? Comment on gère les situations familiales? Comment on les loge, etc. Donc le fait de prendre ça en compte, ça rajoute, si vous voulez, des goulots d'étranglement possibles et ça peut complètement changer le timing de la transition. Alors certaines études prennent cette contrainte en compte un peu en filigrane, sans dire explicitement les impacts sur les emplois, où est-ce qu'ils vont être localisés, etc., par des effets d'inertie dans la mise en place de certaines infrastructures, etc. D'autres études ne parlent pas du tout de cet aspect-là. Alors, je vais aborder maintenant une seconde limitation, qui est une limitation comme quoi les lois de la physique sont incomplètement, voire pas prises en compte dans certains cas, dans les études. Et j'en ai sélectionné une qui me paraissait importante, c'est que les flux énergétiques ne bouclent pas, ce qui est dommage pour des scénarios de transition énergétique. Alors on va voir si c'est grave ou pas. Pour ce faire, je vais essayer de vous décrire de manière très macro les flux qui traversent le système énergétique. Alors on part des flux et des stocks d'énergie disponibles dans l'environnement. Les flux, c'est le vent, le soleil, les rivières, la géothermie, et les stocks, ça va être les stocks de pétrole, d'uranium, de charbon, etc. On l'a vu tout à l'heure, le côté offre est chargé d'extraire ces énergies de l'environnement et d'en faire de l'énergie finale qui va être consommable par des machines. Ces machines sont soit des procédés industriels, donc comment on va façonner notre matière, comment on va construire tous les biens qui nous entourent. Et deuxième manière de consommer l'énergie finale, c'est dans tous les équipements électriques, énergétiques qui nous entourent, les voitures, les télés, les ampoules, etc., la chaudière à fioul, à gaz, etc. Ça, c'est le côté demande. Alors les procédés industriels, ils produisent à la fois des machines-outils et des infrastructures qui vont elles-mêmes servir à l'industrie. Et d'autre part, les procédés industriels servent à produire nos biens et nos infrastructures pour les individus, pour la consommation finale des individus. Si je prends ces machines et ces infrastructures, elles vont alimenter le côté offre du système énergétique ainsi que les procédés industriels. Et puis les biens et les infrastructures pour les individus, ils vont partir dans deux directions. D'une part, les biens et les infrastructures non énergétiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas servir à consommer de l'énergie. Par exemple, cette table, cette chaise, une chemise, un stylo, etc. Et puis de l'autre côté, certains autres biens vont être utiles pour consommer de l'énergie et pour vous apporter un service énergétique, tel que regarder la télé, être éclairé, être chauffé, etc. Vous voyez que les biens et les infrastructures pour les individus ainsi que les services énergétiques pour les individus, c'est ce qui va participer en grande partie à nos modes de vie. Donc là, vous avez une description de comment le système énergétique s'organise et comment il interagit avec nos modes de vie. Et en fait, ce qu'on observe dans les études prospectives, c'est que le lien là-haut n'est jamais pris en compte, ou en tout cas, c'est pas écrit. Ce n'est pas pris en compte, alors est-ce que c'est grave? C'est la question qu'il faut se poser. Ça peut peut-être être une simplification qui passe. Mais en fait, ça va dépendre évidemment de la transition qu'on est en train de décrire. Si, côté offre, il y a une transition massive à faire qui requiert beaucoup d'énergie pour produire le capital côté offre, j'imagine que je vais mettre des éoliennes partout et que ça consomme beaucoup d'énergie, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul, eh bien ça peut être un oubli important dans le bilan énergétique. Le numéro 3, ce serait, si vous voulez, les usines nécessaires à la production des nouvelles éoliennes,
Et donc là, s'il y a besoin de construire beaucoup de nouvelles usines, ça peut aussi être un oubli énergétique important. Puis il y a d'autres études qui non seulement oublient ce lien-là, ce sont les études qui partent du PIB pour calculer la consommation, mais en plus elles oublient le lien 4 ici qui clignote. C'est-à-dire que dans ces études-là, s'il y a énormément, je sais pas, de nouveaux frigos qui sont produits, de nouvelles voitures qui sont produites pour pouvoir faire baisser, améliorer l'efficacité énergétique, et donc il y a un taux de pénétration de l'efficacité énergétique régulier en produisant beaucoup d'équipements nouveaux, eh bien ce sera un oubli peut-être significatif dans ces études. Donc là c'est une limitation qu'on retrouve dans toutes les études. Après, on met le sujet sur la table et il s'agit d'en discuter, de voir si, en fonction des scénarios, si ça compte ou pas. Troisième limitation qui là est une limitation collective, c'est-à-dire si je regarde l'ensemble des études, je vais voir que certains aspects sont peut-être moins explorés et que ça constitue des points aveugles dans notre débat sur la transition. C'est sur le fait qu'on explore assez peu les changements de comportement. Alors, certaines études vont très finement analyser ces comportements, mais elles sont ultra minoritaires. Et c'est en ça qu'on dit que ça peut être un point aveugle de la transition et de nos débats. Alors, ce que nous disent les sciences sociales, psychologie, sociologie, c'est que c'est pas que les comportements peuvent changer, c'est qu'ils changent. C'est un fait. Ce qui compte, c'est de comprendre les déterminants de ces changements et voir s'ils peuvent être utiles à la prospective. Alors, il y a un premier déterminant qui est très naturel, c'est toutes nos relations avec nos proches, donc la famille, les collègues, les amis, parce qu'ils vont vous donner des conseils, ils vont vous conseiller d'aller lire tel livre, d'aller voir telle émission à la télé, ils vont passer du temps avec vous sur telle et telle activité, ce qui va peut-être vous influencer dans le choix de ces activités. Lorsque vous éduquez vos enfants, c'est une interaction constante et donc des changements de comportement des deux côtés, etc. Quelque chose qui va être plus intéressant pour la prospective, c'est que notre environnement physique, évidemment, détermine nos comportements. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont votre ville est designée, comment elle est organisée, en fonction des infrastructures de transport que vous allez trouver autour de chez vous, en fonction même de comment votre maison ou votre appartement est agencé, vous n'allez pas faire exactement les mêmes choses, mettre la même énergie dans telle ou telle activité. Et puis tous les artefacts qui nous entourent, tous les objets qui nous entourent, jouent aussi dans nos choix de consommation et nos comportements. Et enfin, nos institutions déterminent également en partie nos comportements. Et il y a une institution qui est centrale en ce qui concerne la transition énergétique, c'est l'institution du marché, qui va donner des prix relatifs aux biens ou aux services, et donc qui va nous orienter, qui va orienter nos choix via ce jeu de prix. Et de l'autre côté, le marché va aussi nous orienter dans nos choix de travailler dans tel ou tel domaine. Et donc, est-ce que je vais avoir envie de travailler dans la transition ou pas, etc. Ça pose aussi question pour la transition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux derniers déterminants, groupes de déterminants, eh bien, on peut avoir des leviers politiques dessus. Pourtant, peu d'études se penchent sur les comportements. Si vous voulez, il y a 3 grands paquets d'études vis-à-vis des comportements. Il y a les études qui n'en parlent pas du tout, soit parce qu'elles imaginent que les comportements ne vont pas du tout changer, soit parce que c'est pas transparent du tout, donc on n'en parle pas. Puis vous allez avoir des études qui en parlent, alors de manière, faut creuser, c'est-à-dire faut aller lire les documentations des modèles pour comprendre comment les comportements sont modélisés dans ces études-là. Et donc, on a des comportements économiques purs, c'est-à-dire que les individus sont modélisés comme des agents économiques qui vont soit maximiser une utilité, soit subir des élasticités prix, on va dire. Et tout ça, c'est calibré sur les 10 dernières années, et on imagine que ça ne change pas pendant 40 ans. Voilà. Donc on se comporte comme ça jusqu'en 2050. Et souvent, ces modèles-là prennent aussi une hypothèse de croissance telle que, entre 2010 et 2050, tout le monde est 2 fois plus riche. Et donc les agents arbitrent dans des choix très faciles, et typiquement, ils vont juste aller s'approvisionner en technologies qui consomment de moins en moins, parce qu'il y a quand même une taxe carbone. Et donc c'est facile, je suis de plus en plus riche, et je consomme ces technologies assez facilement. Donc on a des scénarios typiquement tout technologiques.
Alors le risque de cette approche, c'est de ne pas explorer certaines disruptions culturelles. Par exemple, ces modèles vont être incapables de prévoir ou même de simuler que les Suédois prennent moins l'avion. Ça va aussi ça peut négliger des leviers intéressants, par exemple la gestion de l'espace public. Ces scénarios-là ne vont jamais mettre en place des pistes cyclables parce qu'ils ne savent pas faire le lien entre la piste cyclable et le fait que les gens font du vélo. Et enfin, ça peut négliger des aspects de désirabilité parce que ces scénarios-là utilisent quand même des leviers pour changer les comportements, des leviers purement économiques, tels que la taxe carbone, sans discuter des aspects de désirabilité qui peuvent aller à côté, alors que les Gilets jaunes ont montré qu'il pouvait y avoir un lien entre taxe carbone et désirabilité. Le troisième paquet d'études qui est minoritaire et qui, à notre sens, va tout à fait dans le bon sens dans la description des comportements, eh bien, ce sont les études qui, justement, imaginent qu'il y a les déterminants dont je viens de vous parler et qu'ils les mettent en jeu et qu'ils les relient à des politiques. Alors là, le risque est plutôt le risque inverse, c'est celui d'aller trop loin dans les changements de comportement et d'imaginer que les changements se font facilement. Donc dans tous les cas, nous on conseille, on suggère aux études de prospective de s'allier avec les sciences sociales et de les intégrer beaucoup plus dans la construction de leurs scénarios pour éviter tous les risques desquels je viens de parler. Une quatrième limitation, et ce sera la dernière que j'ai sélectionnée, qui est aussi collective, c'est le fait qu'on n'explore peut-être pas assez, peut-être avec pas assez de diversité, les futurs possibles. Alors je prends l'exemple de l'hypothèse de PIB. Donc comme je l'ai dit, certains scénarios prennent une hypothèse de PIB en entrée, et en fait c'est une hypothèse absolument dimensionnante, parce qu'elle caractérise la capacité qu'a le système énergétique à transitionner et à fonctionner dans le même temps. Donc c'est une hypothèse centrale qui donne une enveloppe des possibles, si vous voulez, au scénario. Et vous voyez que les hypothèses sont assez similaires. Alors là, c'est les courbes bleues. Donc en 2010, vous avez des scénarios européens qui font comme hypothèse un passage de 11 000 milliards d'euros de PIB à 22 000 milliards en 2050. Donc entre 2010 et 2050, l'Europe est 2 fois plus riche. Et vu que la démographie est à peu près constante, on va dire, ça veut dire que tous les individus sont 2 fois plus riches entre 2010 et 2050. Vous voyez que les mêmes hypothèses sont faites en 2016-2018. C'est pareil. Et puis à l'échelle du monde, on a aussi des hypothèses de ce genre. Alors là, entre 2010 et 2050, c'est 2100, le PIB fait x7. Voilà, donc la démographie augmente, donc par habitant, c'est pas x7. Mais on voit qu'il y a une très faible diversité de ces hypothèses de PIB. Or, nous, au Shift, on pense que le PIB est adossé à la consommation d'énergie, qu'à 75% cette énergie est fossile actuellement, et la transition c'est justement de changer ces 75%-là. Donc en fait, on voit pas bien pourquoi la courbe de PIB restera exactement la même, selon cette logique. Donc on conseille, alors c'est un conseil collectif, parce qu'il faut bien des études qui étudient ce type de scénario, mais on conseille aussi d'aller étudier des scénarios, pourquoi pas de décroissance, ou d'aplatissement, ou de croissance nulle. Voilà pour les limitations critiques. Et il y en a quelques autres que vous trouverez donc dans le rapport de synthèse, et si vous voulez encore plus de détails, dans le référentiel méthodologique. Passons maintenant aux recommandations aux scénaristes. Alors les recommandations, il y en a un grand nombre que vous trouverez aussi dans le référentiel. Donc là, je vais essayer de vous en donner les grandes lignes et de vous faire sentir la philosophie de ces recommandations. Alors la première grande ligne de recommandation, c'est évidemment celle de la transparence. Alors dans le référentiel, pour chaque recommandation, on va demander 2 niveaux de transparence. Il y a un premier niveau qui va être simplement d'aborder le sujet. Donc la liste de courses des 120 sujets, il faut au moins que le scénariste se positionne dessus, y compris pour dire qu'il ne traitera pas le sujet, et expliquer pourquoi il décide de ne pas le traiter le sujet. Soit parce que dans son scénario c'est un sujet négligeable, soit parce que c'est pas son sujet, mais au moins c'est affirmé de manière transparente. Et puis un second niveau de transparence, qui est si je traite ce sujet, alors là je vais décrire la méthode de prise en compte de sujet, je vais décrire comment ce sujet-là évolue dans les scénarios et les raisons de cette évolution dans les scénarios. Et puis un niveau de transparence qui peut être utile, alors peut-être moins pour les destinataires de l'étude prospective que sont les politiques et le grand public,
mais qui peut être très utile pour la communauté des scénaristes entre eux, et qui est l'open data. En gros, publier toutes les données, publier les modèles. Ça peut être intéressant pour créer un sentiment de communauté, de partage au sein de la communauté des scénaristes. Deuxième grande ligne de recommandation, c'est d'intégrer de plus en plus les parties intéressées à la construction des études et des scénarios. Alors qu'est-ce qu'on a appelé les parties intéressées? Eh bien, c'est tous ceux qui vont vivre la transition. Donc, en fait, c'est tout le monde, donc les individus, les ménages, les entreprises. Et alors, pourquoi essayer de les inclure dans la construction des scénarios? Eh bien, c'est pour adopter le bon niveau de langage avec ces parties intéressées. L'objectif étant que quand je parle d'un résultat dans mon rapport, eh bien, les gens concernés comprennent ce qui leur arriverait dans cette transition-là. Exemple, un scénario qui dit que la mobilité en France va passer de 180 Gpkm par an à 160 Gpkm par an. Je ne pense pas qu'un automobiliste comprenne ça. Par contre, dire, voilà, quand vous irez au travail et si vous habitez dans le rural, vous prendrez votre voiture, mais elle sera peut-être un peu moins puissante. Puis si vous habitez en ville, il y aura plus de transports en commun, je ne sais quoi. Mais en tout cas, une description concrète. Là, vous avez des exemples dans la vie réelle, parce que ça se fait déjà d'intégrer les parties prenantes. Donc, vous avez l'exercice Ensilocarb en haut, qui a été financé par l'Union européenne et qui a été mené par le Réseau Action Climat et le CIRED. Et donc là, l'objectif était justement de produire un scénario uniquement à partir de concertation des parties intéressées. Puis en bas, vous avez une photo tirée du scénario zéro émission nette, où là, des citoyens ont été consultés, mais après coup, donc après production du scénario, pour donner leur ressenti, et leur ressenti paraît dans le rapport. Troisième grande ligne de recommandation, c'est cette exploration d'une plus grande diversité de possibles. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du PIB, on peut aussi parler du prix du pétrole, où typiquement, vous voyez que depuis les chocs pétroliers, ça commence à s'agiter, le prix du pétrole. Et dans les scénarios, vous voyez qu'en fait, hop, après ce petit anicroche, ça repart un peu tranquillement, sans trop de volatilité. Donc on peut poser la question d'explorer même des scénarios un peu de crise, qu'on pourrait appeler des stress tests dans l'industrie. Pourquoi ne pas explorer des scénarios de crise géopolitique sur le pétrole, sur certains matériaux, etc., pour voir la résilience de notre système à un moment donné de la transition. Et puis on pourrait même parler de transition échouée. Ça ne devrait pas être une honte de dire, voilà, moi j'ai tenté ce scénario-là, puis j'ai l'impression vraiment que ce serait pas très désirable parce que j'avais pas prévu ça, ça et ça. Ce serait aussi utile pour l'information du débat public. Enfin, une troisième grande ligne de recommandation, c'est qu'on vient tout au long du référentiel proposer des cadres de discussion, d'analyse de différents aspects. Alors ici, vous avez un exemple sur l'analyse et la discussion des coûts. J'ai pas le temps de vous expliquer tout ce petit tableau, mais l'idée est que les scénaristes puissent facilement déclarer quel type de coûts ils utilisent quand ils veulent évaluer leur système énergétique et de dire comment ils ont construit de manière transparente ce coût et la signification de ce coût. Parce que quand on dit coût, on peut un peu vouloir tout et rien dire. Donc là, ça permet de mettre de la transparence et d'être beaucoup plus clair. On a aussi développé un cadre d'analyse et de discussion de la demande en énergie. Donc traditionnellement, dans les études prospectives, quand on parle des leviers qui viennent modifier la demande en énergie, il y en a deux. Ça va être sobriété, efficacité énergétique. C'est parfois des mots un peu fourre-tout. Et donc nous, on propose un cadre qui colle un peu plus à la physique de la demande en énergie et qui vient plutôt proposer un panel de 5 grands leviers desquels on peut discuter beaucoup plus précisément. Ça permet de mettre du concret dans les impacts de ces leviers, notamment en termes de désirabilité, est-ce qu'on perd en confort ou pas, et en termes de co-bénéfice de ces leviers. Et enfin, dernier cadre, là qui est un cadre de transparence, où on vient suggérer aux scénaristes, pour chacune des technologies qu'il met en jeu dans son système électrique, de décrire l'évolution d'un certain nombre de caractéristiques de ces technologies au cours du temps du scénario. Et donc ça permet de créer une sorte de base de données un peu standardisée et sur des caractéristiques des technologies
précises. Donc, par exemple, vous avez la durée de vie de la technologie, vous avez son niveau de maturité et comment il évolue au cours du scénario et pourquoi, comment il participe au service système du système électrique, etc., etc. Donc, plusieurs caractéristiques techniques, de coûts et des caractéristiques aussi sur l'impact environnemental de la technologie. Bien, alors j'en arrive aux conclusions. La première étant que nous réaffirmons l'importance de la prospective pour le débat public. Le but, c'est pas de dire que ça ne sert à rien, c'est limité. Non, le but est de faire passer le niveau de cet outil crucial à une version 2, si vous voulez. Alors, nous proposons dans le référentiel des cadres de transparence qui, d'après nous, peuvent aller dans cette direction. Nous proposons aussi des cadres de discussion et d'analyse partagés. Il y en aurait certainement d'autres à inventer, mais on pose une première brique. On propose d'inclure les parties intéressées de manière plus grande et d'inclure les sciences sociales de manière plus poussée dans la construction des études prospectives. Et on pousse aussi à un plus grand partage de données au sein de la communauté des scénaristes. Alors évidemment, tout ça, ça requiert plus de travail. Il faut être transparent sur énormément plus de sujets qu'avant. Et donc, ça pose directement la question des moyens qu'on veut mettre en tant que société dans la discipline prospective. Et puis, ça va aussi poser des questions sur l'ouverture de certaines données, et notamment certains business models qui sont adossés justement sur le fait de vendre ces données, et puis de voir l'ouverture du monde industriel à donner leurs données, typiquement sur combien d'énergie leurs procédés industriels consomment, ou même si on veut aller plus loin sur les questions de la consommation des matériaux par ces procédés, il faut aussi récupérer ces données-là qui vont peut-être être jugées secrètes. Alors, quelle suite donner à ce projet ? Alors ce référentiel, il se veut être une première brique à un effort collectif. Donc on peut améliorer ce référentiel, évidemment en prenant en compte tous les retours d'expérience des scénaristes si jamais ils se mettent à s'inspirer de ce référentiel. Ce référentiel est d'autre part par nature incomplet parce qu'on ne s'est focalisé que sur le système électrique côté offre. Donc on pourra aussi avoir des référentiels sur le gaz, sur d'autres vecteurs énergétiques. Et puis la suite pour le shift, là-dessus, c'est d'établir une liste de transparence qui va en fait reprendre les recommandations et les 120 sujets clés et qui va mettre en vis-à-vis de ces recommandations les réponses qu'ont apportées les prospectivistes. Le but du jeu étant pour nous de balayer complètement ce qu'on n'a pas encore fait, une dizaine d'études prospectives en partenariat avec les prospectivistes, pour pas qu'il y ait de problème d'interprétation notamment. Ça nous permet d'impliquer les prospectivistes dans cette démarche que nous avons. Et puis ça permettra aussi pour le décideur politique d'avoir un début de cartographie sur 10 études. Voilà les futurs que nous avons déjà explorés et sur quels aspects nous avons exploré ces futurs. Et puis éventuellement, on pourra tirer une carte d'identité si jamais ça se prête à l'exercice qui permettra de faire ressortir en une feuille, je ne sais pas, les grands aspects de telle ou telle étude. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions. Je pense qu'on a 20 minutes. Les micros arrivent. Bien sûr. Christophe Béguinet, membre du conseil de surveillance d'Enedis. Je fais le pont avec Michel tout à l'heure. Et par ailleurs, modeste expert énergie au sein de la CFDT. Vous n'avez ni prononcé le mot d'emploi ni de salarié, alors que ce soit emploi par rapport aux éléments d'entrée ou de sortie. Non, j'ai pas entendu le mot, mais je vois que Monsieur il y a eu le mot compétence, formation. J'insiste sur l'aspect quantitatif des emplois, du fait que les emplois permettent par ailleurs de produire de façon domestique les biens dont on aurait besoin dans le cadre de la transition. Et puis dans les parties prenantes, bon, vous avez dit des individus, mais je pense que les salariés ont une place qui mérite d'être écoutée. Donc je fais un peu de prosélytisme, tout bêtement, mais
je pense qu'il faut regarder ça d'un peu plus près. C'est souvent oublié dans les différents scénarios, je crois. Merci. C'est tout à fait vrai. On le remarque dans le référentiel et on remarque que ça peut changer. Et effectivement, c'est une des interactions critiques qu'il faut prendre en compte parce que ça peut changer la dynamique de la transition. C'est évident. L'acceptabilité. Donc, ce sont des sujets abordés. Merci de le souligner. Et bonjour, merci de cet exposé. C'est Dominique Dron. 2 questions. La première, par rapport aux institutions. Vous avez parlé du marché. J'ai vu un livre avec un marteau. Il y a le droit aussi. Ouais. Ok, donc merci. Ça, c'était la réponse à la première question. La deuxième question. Un des problèmes qu'on a avec les études socio-économiques, c'est qu'elles mélangent tous les pas de temps de tous les phénomènes. C'est-à-dire qu'elles partent d'une situation dite d'équilibre de départ, ils arrivent à une situation dite d'équilibre d'arrivée, et puis ce qui se passe entre-temps, tant pis, si la fiscalité va pas au même rythme que l'aménagement du territoire, vous voyez ce que je veux dire. Bon, avec des scénarios, on est censément capable de faire des tranches, calées sur des pas de temps spécifiques de chacun des phénomènes impliqués, et donc censément, de faire des évaluations socio-économiques de chacune de ces tranches. Donc ma question c'est, dans votre réflexion sur l'analyse prospective, est-ce que vous incluez cette relation avec une vision un peu moins simpliste des études, des bilans socio-économiques ? Alors, on ne propose pas de solution de prospective en tout cas. Nous on vient dire, effectivement, attention, il manque cet aspect dynamique sur l'emploi, par exemple. Il manque cet aspect de rebouclage entre l'environnement. On vient exprimer une série de manques. Et si on veut inclure effectivement tous ces manques-là dans la prospective, il va falloir se mettre à raconter une histoire plus complexe, plus riche et cohérente. Alors après, est-ce qu'on peut modéliser tout ça informatiquement ? Pas forcément sûr. Et est-ce que c'est désirable ? Je ne sais pas. La question se pose. Mais c'est des questions posées en tout cas aux scénaristes. Je ne sais pas si je réponds à ta question. D'un scénario qui forcément est par tranche. Ouais. Bah là, c'est vrai que j'ai pas appuyé sur ce point-là, mais c'est vrai que les scénarios prospectifs sont largement produits par des ingés et des économistes. Et là, l'idée de remettre des sciences sociales là-dedans, c'est de faire dialoguer tout ce petit monde et que les contraintes de chacun s'agencent avec les contraintes des autres. Hugues de Jouvenel, moi ça fait 50 ans que je fais de la prospective et je vous remercie très sincèrement du travail que vous avez fait qui me paraît très utile. Alors néanmoins, moi j'ai un regret et puis 2 questions. Un regret, c'est que vous n'ayez peut-être pas suffisamment insisté sur la différence entre l'exploration du futur, le que peut-il advenir, et la construction du futur, des scénarios stratégiques. Et si je dis ça, c'est pour une deuxième raison. Alors là, je rejoins complètement Dominique Dron. C'est que la dimension du temps n'existe pas en prospective. On parle du futur. Le futur, je ne sais pas quand c'est. Ça commence dans l'instant qui vient. Ça peut durer longtemps. Et on voit bien, d'ailleurs, sur les tableaux que vous avez montrés, on fait des projections très linéaires, alors qu'il y a des oscillations, il y a des ruptures, il y a des discontinuités. Bon. Et ce qui me paraît tout à fait important pour améliorer les scénarios, c'est qu'on puisse dire, ben voilà, par rapport à telle tendance, il y a tel acteur qui peut intervenir sur tel levier à tel moment, ou tel facteur qui peut intervenir à tel moment sur tel levier. Exemple, quand on parle du véhicule électrique, c'est à quel horizon est-il réalisable ? Peut-il se développer et se diffuser largement ? C'est pas du tout évident cette question-là. Dernière question, remarque, et c'est plutôt pour enrichir votre cahier des charges. Je trouve que les acteurs sont trop absents. On a vraiment besoin d'aller plus loin dans l'analyse des jeux d'acteurs. Alors ça a été fait un peu, vous avez évoqué le public. Et l'ADEME a fait un travail précieux en la matière, mais entre les perceptions, les attitudes, les comportements, il y a un grand écart. Je pense que Solange en parlera tout à l'heure.
Mais les groupes industriels, les États, les collectivités locales, dont les comportements sont pas rationnels, très largement au contraire. Oui, tout à fait. Sur les acteurs, c'est vrai qu'on n'a pas appuyé cet aspect-là. On en parle à certains endroits du référentiel, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu plus en parler. Là-dessus, il y a une étude britannique, qui est une étude prospective qui est très intéressante, qui part des jeux d'acteurs pour faire de la prospective. Et donc, elle imagine 3 mondes. Un monde qui est dominé, entre guillemets, par un État très fort, un monde qui est dominé par des corporations très fortes, et un monde qui est dominé par une société civile très forte. Et donc, ils partent de ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bonsoir, Alexis Tual, je suis entrepreneur dans ces murs. J'ai une formation d'ingénieur et je suis aussi freelance en développement. Et je voulais vous poser une question avant de prendre une minute pour vous raconter quelque chose. Je travaille à l'Assemblée nationale depuis un petit moment et on essaye, avec beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes qui ont des intérêts différents, de fournir aux parlementaires, aux équipes parlementaires, un outil de simulation des réformes fiscales qui sont entreprises ou qui sont présentées aux parlementaires. Et je trouve que ce que vous présentez dans les recommandations que vous faites aux scénaristes ressemble un petit peu à ce que nous on essaye de faire à l'Assemblée, à savoir qu'on essaye de mettre en place du code qui permet à des parlementaires d'avoir une idée des impacts des hypothèses qu'ils font et de la modification de tel ou tel chiffre. Évidemment, je vois un parallèle avec ce que vous faites et donc j'ai cherché un petit peu avant de venir s'il existait un simulateur de scénarii environnementaux. Il n'en existe pas et ma question c'est de savoir si c'est votre rôle, par exemple, si c'est un rôle que voudrait porter le Shift Project, et si jamais c'est pas votre rôle, qui devrait s'occuper de ça. Alors, je réponds un tout petit peu à la question pour Open Fisca, c'est le moteur. C'est un projet qui a été porté par plusieurs acteurs publics et privés, et du coup la balle a été répartie entre plusieurs personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire? Voilà. Merci. Alors, au sein du Shift, c'est pas encore prévu dans les cartons. Je sais pas si ce sera notre rôle. Ça me fait penser ce que vous dites là au DECC. C'est un exercice britannique, là encore, qui a été mené en 2013, je crois. Et donc, il y a un site internet où vous pouvez faire vos petites simulations de transition énergétique à l'échelle de l'île britannique. Et donc, ça se veut très transparent, etc. Donc, ça, c'est un peu ce que vous faites, vous, pour la fiscalité. Mais après, en effet, oui, au niveau des politiques publiques complexes, qui vont avoir des effets complexes sur des populations, etc., ça m'étonne pas que les méthodologies soient à peu près les mêmes. On parle de sujets complexes qui vont toucher à des acteurs très différents, avec leurs dynamiques différentes. Donc, je pense que ça peut être une source d'inspiration pour ça, oui. En tout cas, c'est pas anormal que les deux se rejoignent. Bonjour, par ici, Nicolas. Facebook Rouge, donc RTE, d'un des petits absents de cette étude. Je te pose la question par rapport à l'aspect international. Donc là, ça... Tout à fait, je savais. Et il me semble qu'on a un invité là qui va parler. Ils interviennent, si. Tout à fait. Non, par rapport à l'aspect international ici, là c'est vraiment la vision du shift sur ce qui est nécessaire, donc les 120 points, ce qui est nécessaire de regarder dans une étude prospective. Est-ce que ça a été regardé, ou est-ce qu'on est allé chercher l'avis de l'Institut Fraunhofer, ou alors de typiquement l'ENSOE, ou voilà, quelque chose de beaucoup plus européen, voire mondial, hein, sur leur avis, sur d'autres points, ou s'ils discutaient certains de ces points-là? On a discuté avec Agora Energiewende notamment en Allemagne. J'ai vu Dimitri, voilà, qui est là. Nous avons discuté également avec ENSOE et on parle dans le référentiel, j'ai pas eu le temps de l'aborder là, d'ailleurs j'ai très peu abordé le système électrique dans cette présentation, il y avait beaucoup trop de choses à dire, mais en effet on parle des interconnexions, de l'aspect essayer de comprendre ce que les régions voisines vont faire pour bien planifier le système électrique local. Donc ce sont des aspects qu'on a abordés, mais qui sont un peu plus dans le détail du référentiel. Dominique Girardot, prospectiviste d'après vos définitions à Enedis. Donc on fait des scénarios Enedis, mais c'est normal que vous ne les ayez pas cités, puisque ce n'est pas encore vraiment publié. Mais on fait cet effort. Moi, j'avais un questionnement sur la méthodologie au départ. Quel est l'objectif des scénarios? Alors, vous l'avez un peu dit, mais en fonction des objectifs qu'on se donne à l'exercice, la méthodologie en dépend complètement. Il y a déjà la distinction du prévisionniste et du prospectiviste.
que vous n'avez pas abordé. A priori, le prévisionniste, il cherche juste à savoir ce qui est probable d'arriver, quoi. Enfin, faire un cône d'incertitude et à dire voilà ce que je pense qui va arriver. Bon. Le prospectiviste, c'est moins clair. À travers les scénarios, il y a souvent l'idée d'aborder des choses en rupture qui ne sont pas forcément très probables, mais qu'on visite un peu plus que le ferait peut-être un probabiliste qui l'a exclu parce qu'il estime que c'est pas probable. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi la notion ça se split entre scénario prospectif et scénario normatif. Si on fait du prospectif, on dit voilà ce qui peut arriver, et en s'interdisant de le probabiliser, ce qui parfois est une solution un peu facile, mais bon, voilà, parce qu'on veut pas ou parce qu'on veut effectivement éclairer les futurs possibles. Enfin, on peut pas non plus visiter des choses très improbables. Donc quelque part, on a fait un tri en fonction d'une probabilité implicite qu'on a estimée, mais qu'on ne présente pas. Par contre, s'il est par rapport à un objectif, là c'est beaucoup plus clair, parce que il y a la notion de variable de commande aussi. C'est-à-dire de dire au milieu, il y a des facteurs exogènes qui vont arriver, qui sont quasiment du fatal, qui sont les conditions limites du problème et qu'il faut présenter comme telles, hein, des choses certaines ou jugées quasi certaines qui sont des entrants. Par exemple, la démographie, on peut dire je prends l'INSEE et puis je me pose pas de questions sur la démographie, mais on peut aussi dire je remets en cause ça. Enfin bon. Donc il y a une histoire de conditions limites, savoir ce qu'on prend en entrée et qu'on ne discute pas. Et puis il y a une histoire de variable de commande qu'on s'autorise à mettre dans le système et dont on regarde les conséquences. Voilà, c'est cette distinction un peu méthodologique qui, je trouve, manque un peu. J'ai des petites slides de backup qui sont peut-être... tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire, alors ça va être un peu long. Voilà. Vous parlez de ça en fait, cette idée de dire que on doit partir d'un narratif qu'on considère comme étant sûr, ce qui va nous fournir des conditions limites. En fait, ces narratifs, ce sont ni plus ni moins que des interactions entre les systèmes environnants. Par exemple, la démographie, ça va être une interaction avec la société. Un objectif de décarbonation, ça va être une interaction avec l'environnement. Et en effet, il y a certaines conditions limites qui sont particulières et qui vont distinguer les différents scénarios de l'étude les uns des autres. Donc les leviers, c'est je vais tester une nouvelle politique, je vais tester une politique de sobriété, je vais tester tel package de politique. Les objectifs sociaux, ça va être je me fixe un objectif de backcasting normatif et dire que par exemple je veux zéro émission nette en 2050, ou bien je veux que la sécurité d'approvisionnement soit la même à la fin. Et puis il y a aussi les analyses de sensibilité, où là j'ai des variables que je sais comme étant déterminantes dans mon scénario, mais je les trouve trop incertaines, et donc je vais en tester plusieurs. Donc je ne sais pas si vous faites référence à ça. Nous on a choisi ces termes-là, qui sûrement peuvent se discuter. Ça précise pas. Dans la théorie du contrôle optimal, par exemple, on a clairement la fonction objectif. Le problème, c'est qu'on dit que c'est toujours multi-objectif, multi-critère. Le problème, c'est que les fonctions qui ne sont pas valeurs dans R, au-delà de R, si c'est R2 ou Rn, c'est plus ordonné. Donc vous pouvez pas. Donc vous êtes obligé de tout traduire en euros, par exemple. Donc il y a déjà une difficulté à définir une fonction objectif unique à partir de multi-objectifs. Et puis vous avez une difficulté, je disais quand même, de ce qui est imposé, c'est-à-dire qui sont vraiment les contraintes du système, et c'est les variables de commande, ce que vous optimisez. Et ça, c'est essentiel, c'est parce que les scénarios, surtout normatifs, en fait, ont un pied dans cette théorie du contrôle optimal, et on ne dit pas. Voilà. Alors par contre, si on fait que de la prévision, alors là, on fait du Monte Carlo sur les hypothèses d'entrée, on fait un simulateur direct, et ça vous fait un code d'incertitude. Vous voyez que c'est une méthodologie qui est complètement, qui n'a rien à voir. Et en fait, dans ce qu'on appelle scénario prospectif, on est un peu le cul entre deux chaises. Voilà. Au niveau prospectif, le backcasting, donc le normatif, va fixer en effet certaines contraintes au point d'arrivée, certaines fonctions objectifs, mais il ne définit que un certain nombre de dimensions de contraintes. Donc le reste est exploratoire, quelque part. Les autres variables sont explorées. Donc nous, on ne fait pas de grosses distinctions d'un point de vue de l'histoire racontée entre backcasting et exploratoire. Voilà, c'est le raisonnement qu'on avait eu à ce sujet. Oui, Yvan Faucheux. Ah, attendez. On fait pile ou face. Ok, donc Yvan Faucheux, commission de régulation de l'énergie. J'avais deux questions de naïf. La première concerne la transparence. Est-ce que vous recommanderiez jusqu'à discloser les conflits d'intérêts potentiels des personnes qui écrivent l'étude, au-delà même de commanditaires de l'étude? Parce que pour le coup, à la Creux, on reçoit des tonnes d'études. Il y a des fois où, effectivement, il est plus instructif de savoir qui l'a payé que de savoir qui l'a écrite. Mais inversement, savoir qui l'a écrite peut aussi être un élément.
Et la deuxième question que je souhaitais également soulever sur la partie prospective et notamment retour vers le débat public, est-ce qu'il y a des liens à tirer avec tout le travail qui a été fait dans le domaine de la Commission nationale du débat public, comment organiser un débat public, comment retirer de l'information autrement qu'un bruit de fond, etc. etc. Est-ce qu'à votre sens, le débat public d'un projet individuel peut servir de proxy d'un débat public ou je dirais d'une de vos recommandations, d'un retour vers les utilisateurs, de façon à ce que ce ne soit pas simplement une énième séance de confrontation ou de questions-réponses? Oui, c'est compliqué ça. La première question était celle de la transparence. Donc oui, on a une section sur la transparence et la disclosure des intérêts de ceux qui financent et de ceux qui rédigent et même de ceux qui rédigent les modèles. Pourquoi pas, hein. Après, l'intérêt de cette méthodologie, l'apport de cette méthodologie au débat public, pour moi, ça va être d'élargir le champ du débat public. Parce que là, on propose 120 sujets clés sur lesquels les scénaristes devraient se positionner. Donc ça va faire apparaître dans le débat public un ensemble de nouveaux sujets clés. Donc je pense que ça peut être l'un des intérêts principaux de cette méthodologie. Après, ça va peut-être améliorer la qualité des études aussi. Mais je pense que pour le public, ça va être vulgariser et communiquer ces nouveaux aspects clés. Dire, ah oui, tiens, c'est vrai qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique et la consommation d'eau, et puis il y a un lien entre l'emploi et puis le fait que la transition peut bien se faire, etc. etc. Il y avait quelques réactions un peu rapides, je crois, qui se profilaient. Est-ce que vous vouliez réagir à quelque chose sur qui s'est dit juste l'aspect avant normatif brièvement. On aura une dernière question juste après, mais il y a peut-être des réactions. Très brièvement, et dans le prolongement de ce qu'a dit notre collègue d'Inedis, là, moi je crois que c'est quand même utile de distinguer l'exploratoire et le normatif, et ne pas réduire l'exploratoire à des variantes par rapport à une projection business as usual. C'est-à-dire d'avoir des scénarios exploratoires avec des phénomènes de rupture morphologique, si j'ose dire, qui ne sont pas uniquement un peu plus ou un peu moins de la même chose. Et pourquoi est-ce que je suis attaché à cette différence? Parce que si je suis shifter, je veux arriver à un objectif zéro émission de carbone en 2050. Et donc, ça m'intéresse tout à fait de savoir si ce que raconte le Shift Project, qu'est-ce que ça implique du point de vue des comportements pour demain matin. Oui, l'approche dite normative est tout à fait utile. Mais elle laisse un champ exploratoire large sur toutes les autres. Sinon, la transition serait facile. Si toutes les variables étaient fixées, on dirait, bon, bah voilà, elle est faite. Mais oui, sur l'idée de probabiliser, en effet, c'est pas forcément, à mon sens, l'objet de l'étude de l'approche exploratoire, dans le sens où si je peux imaginer cette transition, c'est déjà qu'elle a un semblant de probabilité. Bon, en tant que scientifique, voilà. On va prendre une toute dernière question avant de continuer avec le programme. Oui, Laurent Joudon, ADF. Bravo pour votre idée de promouvoir un cahier des charges de qualité scientifique, je dirais. Vous avez évoqué parmi les limites la question du bouclage, notamment des bouclages physiques, en illustrant, et c'est justifié, la question de rétroaction entre des conséquences et puis des hypothèses d'entrée. Par bouclage, on peut aussi entendre, peut-être insistez-vous par ailleurs sur ce point, sur la question du bouclage d'ensemble énergétique que l'on observe. Rendre compte de toute l'énergie primaire, de toute l'énergie finale mise en œuvre, s'assurer qu'on le fait bien. C'est en particulier une condition nécessaire si on veut ensuite parler d'éléments macroéconomiques, de quantité d'investissement requis ou d'effets sur le climat. C'est un peu une condition pour dire si on est capable ou pas de parler de changement climatique, finalement, si on a bien rendu compte de toutes les énergies. Et il faudrait même dire, quitte à remonter encore un peu la barre, de toutes les énergies, d'agriculture, de forêt, si on veut vraiment en parler. On pourrait aussi parler de l'énergie de notre alimentation, c'est vrai. Le bouclage énergétique, on en parle. On montre qu'il ne boucle pas dans les études actuelles. Mais en effet, ce serait bien d'avoir ce bilan énergétique pour toutes les études. Et alors nous, ce qui nous a poussé sur ce terrain-là, c'est toutes les notions d'EROI, Energy Return on Energy Invested, et de voir quelle partie de l'énergie est auto-consommée par le système énergétique lui-même. Et c'est cette partie-là qui n'est pas encore prise en compte dans les études. Donc en effet, réaliser ce bouclage, ou au moins justifier que dans certains scénarios, ce bouclage n'est pas significatif ou ne représente pas une partie importante du scénario. Auquel cas, on peut
négliger. Si on arrive à le justifier, très bien. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Merci. Alors, je vais inviter nos amis scénaristes à venir réagir. Donc, Yves Marignac, Joseph Ajar, Dimitri Péchia, Solange Martin, qui oblige. Voilà, Charlotte, Vaille et Yann Briand. Voilà, c'est ceux que j'ai pas encore vu arriver. Et là, on en est pleinement d'accord, de s'appuyer, de fonder l'analyse prospective sur la science, au sens de la compréhension, de la caractérisation des phénomènes en jeu, l'expertise étant plutôt la compréhension de notre capacité à agir sur ces phénomènes, et en particulier d'asseoir cette prospective sur la physique. Et là, ça rejoint vraiment assez fortement l'approche développée par Negawatt. J'en profite juste pour faire une incise, pour dire d'ailleurs que Negawatt n'a pas été pionnier dans cette approche d'une modélisation très physique, et rendre hommage au passage au travail du scénario Alter à la fin des années 70 et au Club de Meudon, et à Benjamin Dessus qui est disparu récemment et qui a vraiment fait beaucoup pour l'évolution de l'analyse prospective dans le domaine énergétique dans ce pays. Negawatt a largement assumé ce parti pris d'avoir une modélisation purement physique des gestes d'évolution du système énergétique, et avec l'idée que c'est bien les règles physiques qui régissent l'ensemble, et que ce sont les règles de l'économie et des comportements que l'on peut modifier, et donc de le travailler dans ce sens. Simplement, la capacité à modéliser ces autres règles est quand même beaucoup plus délicate, et l'articulation est compliquée. En tout cas, ça c'est un retour d'expérience de notre point. Sur le fait de modéliser le système physique, il y a un sujet qui me paraît très peu abordé dans le rapport, qui est la question des données dont on part, et du fait de, au moins, pour dessiner des évolutions différentes, partir d'une analyse d'un point de caractérisation du système tel qu'il est commun. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Dans les différents scénarios qui existent, il n'y a pas une photographie identique du système énergétique au départ. Donc il y a besoin, je crois, j'en profite pour le dire à mon voisin de la DGEC, de faire des comptes de l'énergie. Des comptes de l'énergie de la nation française. Et puis à l'heure du big data, il y a aussi probablement besoin d'avoir plus de données partagées, de plus en plus nombreuses et fines. Au-delà de cette approche physique, tout à fait d'accord aussi avec ce qui est mis en avant dans le rapport sur la nécessité de sortir d'une approche techniciste et d'intégrer évidemment la dimension des comportements et des usages. C'est évidemment ce que Negawatt a fait depuis l'origine en introduisant le concept de sobriété, en insistant sur différents leviers. Et là, on rejoint tout à fait ce qui est proposé sur les différents leviers d'évolution de la demande. Au passage, d'ailleurs, pour la version anglaise, je suggère fortement de parler de sufficiency plutôt que de sobriety. Et donc, on salue cette intégration, mais on insiste là encore sur la difficulté à modéliser au même niveau qu'une modélisation physique les effets de comportement. Et donc, il y a un gros travail à faire sur la manière dont on intègre les sciences sociales à cette modélisation. On en est d'accord. Dernier point lié à notre expérience, on salue évidemment aussi l'appel à une vision totalement systémique de l'analyse prospective. Je ne crois pas que tu aies prononcé le mot d'ailleurs, mais il est présent assez fortement dans le rapport. Là encore, Negawatt a été pionnier avec, par exemple, l'articulation énergie et agriculture-forêt. C'est un point là aussi qui est assez peu abordé. Pionnier également dans la prise en compte de la dimension matériaux. Et donc, on salue là aussi cette volonté d'aller vers plus de complexité et de systémique. Simplement, on insiste sur le fait que plus on traite des complexités, plus on en trouve de nouvelles à traiter. Et donc, vis-à-vis de la volonté normative du rapport, il y a un risque sur ce point de fuite en avant. En conclusion, par rapport à ces éléments, l'expérience de Negawatt est sans doute d'avoir significativement contribué par des approches un peu disruptives à faire évoluer la vision de l'analyse prospective pour la transition énergétique en France. On espère d'ailleurs continuer à être disruptif, on espère que d'autres le soient également.
Notre expérience, c'est aussi d'avoir joué le jeu de la transparence, de publier notamment des rapports de nos données, mais de constater aussi que ça paye pas toujours, que on est malgré tout attaqué pour son manque de transparence, on est attaqué sur des bases fausses par rapport aux données qu'on a publiées. Donc voilà, il y a vraiment la question de comment on fait fonctionner ce cadre de transparence auquel vous appelez, même si on est d'accord pour le développer. Et puis il y a quand même une question aussi par rapport à cette approche normative, de savoir en fait dans quel sens cette approche, si elle avait existé, aurait influé sur la manière dont Negawatt a développé. Peut-être ça aurait bridé une forme de prise de risque méthodologique à laquelle on s'est autorisé, mais ça aurait sans doute aussi favorisé une appropriation collective plus grande, plus rapide des enseignements de nos scénarios. Donc voilà, un sentiment un peu mitigé par rapport à ça. En tout cas, tout ce qui, pour nous, permet aujourd'hui de renforcer le contenu et la crédibilité de scénarios de transition énergétique est bienvenu, notamment pour faire face aux déclarations souvent à l'emporte-pièce peu fondées qu'on entend dans le débat public sur contre la faisabilité de scénarios 100% ou majoritairement renouvelables. Et ce qu'on observe, pour finir, c'est que dans l'ensemble, en fait, plus les exercices prospectifs s'éloignent de modélisation boîte noire qui avait tendance à reproduire le système énergétique existant pour oser s'aventurer vers la transition vers des systèmes 100% renouvelables, plus ils jouent ce jeu de la rigueur méthodologique et de la transparence de leur méthodologie. Donc le travail proposé par le Shift s'inscrit complètement de ce point de vue-là dans le sens de l'histoire, et on sera très heureux pour Negawatt, dans la mesure de nos moyens, d'y contribuer, notamment sur le travail proposé sur les études de cas. Avec plaisir. Joseph, si tu veux répondre aux mêmes questions. Donc, explique peut-être un peu ton expérience en prospective. Oui, volontiers, merci beaucoup. Donc, moi, je travaille à la DGEC, la Direction Générale d'Énergie et du Climat, au sein du ministère chargé de l'Environnement. Et donc, on est en charge de coordonner les scénarios prospectifs qui servent de base aux programmations nationales pour l'énergie et le climat, nommément la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone, voilà, pour ceux qui la connaissent. Et donc, dans ce cadre-là, on ne travaille pas dans notre coin, hein, on se repose beaucoup sur les experts et les parties prenantes, et aussi sur toute la littérature collective qui est à notre disposition. Et on a un scope un peu plus large parce qu'on regarde l'ensemble du système énergétique et ça a été dit, les secteurs émissifs non énergétiques comme l'agriculture, l'industrie, le secteur des terres. Mais les orientations que vous développez là paraissent tout à fait généralisables à l'ensemble de ces secteurs-là. Et donc dans ce cadre, effectivement, enfin, pour nous il est clair que plus il y a de travaux qui sont réalisés par les différents acteurs, plus ça peut permettre d'alimenter le débat public autour des questions d'énergie et de climat et la réalisation de ces programmations nationales. Et donc effectivement c'est très important qu'il y ait ces contributions des différents acteurs. Et donc c'est d'autant plus important que ces différents travaux puissent être partagés, débattus, transparents. Et donc voilà, c'est aussi l'apport de vos travaux. Et donc merci pour ce travail qui peut contribuer justement à ce mouvement et qui permet en retour que tous ces travaux puissent alimenter de façon plus positive les choix collectifs qu'on va faire sur ces questions qui sont très importantes. Alors cela dit, pour dédouaner un petit peu les scénaristes, même une fois qu'on a posé tout ce cadre théorique sur la table, il n'y a aucun modèle qui peut prendre en compte l'ensemble des rétroactions, c'est un peu ce que tu évoquais, hein, l'ensemble des rétroactions entre le système et son environnement, ou décrire de façon très fine l'ensemble des variables qui existent. Donc on est forcément amené à faire un certain nombre de choix sur ce qu'on regarde et ce qu'on laisse de côté, y compris pour certains aspects qui sont dimensionnants, hein, sur les résultats, et ça on le fait pas parce qu'on s'en rend pas compte, mais parce qu'il y a toujours des questions de focus, de budget, de temps limité. Et donc voilà, c'est impossible de traiter exhaustivement de toutes ces questions. Et on a pas mal mentionné l'exemple de l'impact du changement climatique et de la rétroaction que ça peut induire. Mais aller décliner ça de façon quantitative, sectorielle, avec une incertitude acceptable, c'est très compliqué, et c'est sans doute ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui le fassent. Donc il y a aussi la disponibilité de la connaissance scientifique qui peut être un frein à cette approche complètement holistique. Cela dit, ce qui est très important, et ce que vous rappelez bien, c'est qu'il faut que les études soient explicites sur ces choix de prise en compte ou non des différents aspects.
à des fins de transparence, bien sûr, et aussi pour inciter un peu la communauté à aller explorer les zones d'ombre qui reviennent régulièrement. Et ça aussi, c'est un enjeu très important. Et donc, le cadre que vous proposez, il peut permettre d'améliorer la comparabilité des études, ça a été dit, et aussi leur complémentarité, voilà, en permettant de boucler un peu les différentes pièces du puzzle. Et nous, on a besoin de tout ça lorsqu'on fait un peu la somme de tout ça dans les programmations nationales, qui sont maintenant des exercices en plus réguliers et bien institutionnalisés, ce qui est déjà une bonne chose dans notre pays et qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment cette possibilité d'affiner un peu la vision avec cette démarche qui est progressive. Un dernier point sur la question des modes de vie, et de façon un peu plus générale, parce qu'on a étendu ça aussi aux actions des entreprises, etc. C'est effectivement un point qui n'est pas suffisamment regardé, y compris dans nos scénarios, alors qu'on a des hypothèses de changement de comportement, qu'on peut appeler sobriété ou autre, mais voilà, sur le covoiturage, sur la consommation de viande, sur les températures de consigne dans les bâtiments, etc. Et donc il faut vraiment qu'on arrive à donner à voir ce qu'il y a derrière les chiffres en termes de mode de vie, pour voir si c'est crédible, si c'est désirable, et aussi que ça parle plus au grand public. Et c'est un enjeu d'autant plus important pour les travaux voilà, de l'État et du ministère. Et donc dans ce cadre-là, les travaux, et ça va vous être présenté, mais qui ont été faits par EPE et l'ADEME pour essayer de mettre un peu plus de liens entre les scénarios énergie-climat et la sociologie sont vraiment intéressants et demandent à être complétés, poursuivis, pour qu'on puisse aussi voilà, développer ces aspects de façon beaucoup plus précise dans nos exercices nationaux. Voilà quelques réflexions que j'avais. Donc merci encore pour ce travail et j'espère que ça va prospérer au sein de la communauté des scénaristes. Et j'ai bien noté en tout cas l'idée de la carte d'identité des scénarios. Ça peut être une première façon d'opérationnaliser et de concrétiser un petit peu tout ce travail assez théorique. Merci beaucoup. Merci pour cet enthousiasme. Yann, oui. Oui, merci Nicolas, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Yann Briand, je travaille à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et on travaille en particulier, moi, dans un groupe de recherche qui s'appelle le Deep Decarbonization Pathways, qui est une initiative en fait de 36 groupes de recherche dans 36 différents pays, dont l'objectif est justement de construire dans les différents pays, en mode bottom-up, donc différentes trajectoires nationales, avec l'objectif donc de viser qu'on puisse comparer, avoir une même méthode, une même approche, pour pouvoir comparer nos trajectoires et essayer de totaliser nos émissions, puisque l'objectif c'est d'arriver à la fin à être compatibles ensemble vers des scénarios donc en dessous de 2 degrés et vers 1,5 degré. Donc ça c'est un peu le contexte dans lequel je travaille. Et cette initiative elle a démarré en 2014-2015, juste avant la COP, avec l'ambition déjà de démontrer parce qu'à l'époque, maintenant on parle beaucoup de trajectoires, de scénarios. En France, on avait été assez novateur, je veux dire en 2012-2013 déjà, on était assez en avance là-dessus. Mais bon, depuis l'accord de Paris, ça a été aussi entériné avec ce qu'on appelle donc les stratégies de long terme, et d'arriver à construire après, donc nous cette première expérience de 2014-2015, aller plus loin. Le retour d'expérience qu'on a eu en 2014-2015 sur une première construction de scénarios avec une vingtaine de pays, 75% à peu près des gros émetteurs mondiaux, on s'est rendu compte qu'on arrivait au bout d'un moment à connaître plutôt bien le système énergétique. Je veux dire, le système électrique, c'était quelque chose que tout le monde traitait de manière plus ou moins correcte, mais en tout cas les sujets premiers qu'ils traitaient. Et puis qu'il y avait des trous, mais monumentaux un peu partout. Ça a été déjà mentionné sur l'agriculture, sur comprendre un peu mieux les aspects de demande, et regarder d'autres leviers que les leviers techno. Et après ça, justement, on en a déduit qu'en gros, l'objectif, c'était d'arriver donc à construire des analyses sectorielles plus raffinées. Donc depuis 2017, on a commencé par un secteur, par le transport, par le passager, on a découpé passager, fret, et on est en train d'enchaîner sur un ensemble d'autres secteurs, sur l'agriculture, sur l'industrie, le ciment, bref, les secteurs un par un, et de vraiment reconstruire en fait ce cadre de comparaison dont tu es en train de parler, arriver à le bâtir comme vous l'avez, en fait, ce que vous avez proposé là, au niveau du système électrique, de le bâtir sur vraiment tous les autres sous-secteurs. Et c'est parti du constat qu'en gros, et tu l'as mentionné tout à l'heure, quand on parlait aux acteurs, puisque nous on se trouve un peu entre les chercheurs et les politiques,
puisqu'on intervient dans les espaces donc des relations internationales, on intervient auprès de différents gouvernements ou autres, et donc on comprend bien qu'il y a un gap de compréhension entre ces deux mondes, et que très clairement les différents acteurs dont on a besoin qu'ils s'engagent dans la transition ne comprennent pas forcément où on doit aller, étant donné la manière dont on présente les scénarios. Je veux dire, des fois, c'est aussi une question de présentation des scénarios. Donc l'idée de ce cadre aussi, c'était, et ça c'est un point positif que je retrouve dans les recommandations qui sortent de vos travaux, c'est que ce cadre commun, il puisse permettre de construire des trajectoires plus tangibles, physiques, je ne sais pas quel est le mot, tu utilises physique souvent, mais plus tangibles pour que chacun comprenne sa place dans la transition et les transformations qui lui incombent ou qui vont avoir des conséquences sur son existence à l'avenir. Ça, je pense que c'est un point qui est important, qui est présent dans votre étude, qui nous tient à cœur. Parce que je pense, et l'important aussi, c'était, je trouve que ça ressort dans cette étude, que l'objectif, et tout à l'heure certains en ont parlé, l'objectif final de faire des scénarios, pour nous, au DDP, c'est de les utiliser comme un moyen de dialogue, comme un support de dialogue. Et avoir cet outil de dialogue au service de quoi? Déjà d'augmenter l'ambition. On l'a vu d'ailleurs, la France, de ce point de vue-là, même en avançant sur la SNBC, a progressé et a passé un cap quand même dans les nouveaux travaux qui ont été faits en entérinant, on va dire, le principe de neutralité. Et également pour améliorer les stratégies d'acteurs, des différents acteurs qui sont autour de la table. Et donc on croit beaucoup en ce principe, on croit donc qu'il faut un cadre transparent comme vous en parlez, un cadre commun, et arriver à trouver les bons indicateurs pour qu'on puisse parler de manière tangible des transformations. Il y a une chose, peut-être, que je voulais mentionner en limite, mais ça a déjà été discuté un peu par Yves, et également par Joseph, sur l'aspect du... j'ai pas retrouvé cette proposition d'assumer que ce cadre, en fait, doit être, d'une certaine manière, multimodèle. On n'attend pas qu'un modèle fasse tout, parce que tu l'as dit d'ailleurs, c'est pas possible. Souvent, des modèles oublient des grosses parties de l'histoire. Et donc, on a besoin d'avoir un cadre qui nous permette d'insérer un ensemble de modèles, parce qu'on en a beaucoup, d'insérer donc des hypothèses, des sorties, d'ouvrir un peu ces boîtes de modèles, et également de les compléter. Parce qu'il manque des informations, même en additionnant tous les modèles, et alors additionnant, c'est pas le bon terme, mais même en utilisant des informations qui sortent des différents modèles, il en manque des fois. Et donc on a besoin de rajouter, de plugger des petits calculs ex post, des choses qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'informations et d'avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre la transition. Et nous, en gros, ce qu'on fait au sein de l'initiative du DDP, c'est qu'on aide, donc en France, on est actif sur la construction de trajectoires. Dans les autres pays, on coordonne les travaux méthodologiques, également sur définir donc le cadre qui nous permette que eux, avec leur modèle, ils puissent s'insérer dans le même cadre commun que nous, on utilise en France, alors qu'ils ont des modèles très différents, qu'ils puissent s'insérer dedans, qu'ils puissent compléter un certain nombre d'informations qu'ils n'ont pas forcément via d'autres sources. T'expliquer que ça peut être soit des estimations d'experts, comme tu le disais, ou alors des références bibliographiques, ou alors des comparaisons avec d'autres cas ou d'autres études, pour essayer de nourrir et d'informer de manière transparente toutes les pans de la transformation. Parce que nous pensons, on va dire au DDP, qu'il vaut mieux avoir un cadre très transparent qui n'omet rien, qui parle de tous les sujets. Nous, on a rencontré des cas dans certains pays où on nous dit « Ah non, les infrastructures de transport, j'en parle pas parce que mon modèle ne peut pas en parler. Mais je parle de la transition du secteur du transport. » Il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas possible. Il faut une explication. Donc, pousser les différents acteurs, même si leur modèle ne le fait pas, à trouver une autre manière d'informer ces informations parce qu'on juge qu'elles sont importantes pour informer les stratégies de différents acteurs et pour avoir une transition qui se réalise. Voilà. Donc ça, je pense, insister sur le fait que multimodèle, avoir un cadre transparent qui permet de s'insérer, c'est important. Voilà. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on est tout à fait en ligne là-dessus. Merci Yann. Alors Charlotte, tu n'es pas scénariste, si je ne me trompe pas, mais tu travailles à l'I4CE sur un projet qui se rapproche d'une certaine manière de celui que nous venons de décrire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il va falloir accélérer le timing. Désolé. Donc, il reste quelques minutes. Alors, mais bon. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation et pour l'invitation ce soir. Alors, oui, je travaille à I4CE. On a eu de nouvelles lignes directrices de la communication. C'est l'Institut de l'économie pour le climat.
Et effectivement, on n'est pas scénariste, on n'est pas producteur de scénarios, mais c'est un sujet sur lequel on travaille et on vient justement de sortir un rapport aujourd'hui sur les scénarios de transition. Donc c'est un rapport qui a pour but de donner des clés à tout le monde pour comprendre et interpréter correctement les scénarios de transition. Donc ces scénarios qui explorent des évolutions du monde compatibles avec l'atteinte d'un objectif climatique. Donc ce rapport, pour en dire deux mots, il est en deux parties, avec une première partie qui débroussaille l'écosystème complexe des scénarios liés au climat, entre les scénarios de changement climatique, les scénarios de transition, les scénarios d'impact climatique, qui présentent ces grandes familles de scénarios, les concepts clés qui leur sont associés, qui expliquent les questions auxquelles ces scénarios permettent de répondre et leurs résultats types. Et une seconde partie qui va plus en détail sur les scénarios de transition, qui donne des clés pour les comprendre, pour les interpréter, et surtout pour éviter les interprétations erronées. On a aussi dans ce rapport une grille d'analyse des scénarios de transition avec 8 étapes pour lire et interpréter ces scénarios, qu'on a appliqués à 5 scénarios publics comme ceux de l'AIE, Greenpeace, etc. Donc il y a des résumés exécutifs qui sont, je crois, au fond de la salle. Merci beaucoup pour ça. Donc n'hésitez pas à vous servir, et sinon la publication est sur notre site en ligne. Donc ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'était des publications qui sont très différentes, mais qui sont à la fois très complémentaires et qui se retrouvent sur tout un tas d'aspects. Donc vous, de votre côté, vous parlez aux scénaristes en essayant de leur proposer des pistes pour améliorer les scénarios. De notre côté, on parle aux lecteurs de scénarios pour leur donner des clés pour comprendre ces scénarios qui existent déjà. Et on se retrouve sur les grandes définitions, ce que tu présentais tout à l'heure, et aussi sur des points de vigilance que tu présentais. Parce que ce qu'on essaie aussi de faire dans cette publication, c'est de donner des clés aux lecteurs de scénarios pour comprendre les choix qui ont été faits dans la construction du scénario, qui ne sont pas forcément explicites, mais qui conditionnent les résultats du scénario. Donc ça va du périmètre du scénario, des aspects qui sont pris ou non en compte dans le scénario, aux hypothèses d'entrée, au choix du modèle utilisé aussi. Donc ça, c'est des éléments que tu as évoqués et lesquels on est tout à fait d'accord. Donc si on parle par exemple des hypothèses d'entrée, un exemple d'hypothèse qui est déterminant sur les résultats et qu'il faut avoir en tête, c'est les hypothèses sur la disponibilité ou non des techniques d'émissions négatives qui est faite dans le scénario et qui va avoir un impact sur le rythme nécessaire de réduction d'émissions pour respecter un certain objectif climatique. Pour la dynamique du modèle, c'est aussi un modèle, comme ça a été dit, c'est une représentation simplifiée du monde, et donc forcément partielle, qui est fait pour répondre à une problématique. Et donc, pour comprendre un scénario de transition, il faut avoir en tête les grandes lignes de la mécanique du modèle qui a été utilisé pour pouvoir correctement interpréter ces résultats qui vont dépendre très très fortement de ce modèle. Et un élément aussi dont tu as parlé, et sur lequel nous insistons aussi, c'est le fait de comprendre ce que veulent dire les différentes variables du scénario et la manière dont elles ont été obtenues. Donc, une des variables critiques dont tu parlais, c'est le PIB, qui peut être obtenu de différentes manières et qui peut vouloir dire des choses très différentes suivant les scénarios. La plupart du temps, c'est une hypothèse d'entrée, mais ça peut être aussi une résultante de la dynamique du modèle, une variable endogène qui prend par exemple en compte les impacts de la transition sur la croissance économique. Donc tout ça, c'est des éléments à avoir en tête quand on veut interpréter un scénario. Un autre exemple, peut-être juste de variables clés qui peut être très différent suivant le scénario de transition, ça sera le prix du carbone. Donc le prix du carbone qui peut soit être une hypothèse d'entrée qui représente la mise en place de taxes carbone ou de marchés carbone, soit être une résultante de la dynamique du modèle et qui reflète l'effort de réduction des émissions pour respecter un objectif climatique donné. Donc dans ces deux cas, le prix du carbone ne pourra pas du tout être interprété de la même manière. Donc je vais juste finir avec 3 messages clés sur lesquels, sur lesquels je pense qu'on est complètement en accord. C'est le fait qu'il faille sortir les scénarios du débat d'experts, les rendre accessibles au plus grand nombre pour nourrir le débat. Le fait que le levier comportemental soit ultra important dans la transition et que pour l'instant il est peu traité dans les scénarios. Et je ne me rappelle plus de mon troisième message clé. Et le fait d'avoir des scénarios innovants qui sortent un peu des sentiers battus et qui présentent d'autres visions de la transition.
Ouais. Donc merci encore pour l'invitation et pour ce référentiel qui, je suis sûre, sera très utile. Pour Merci à toi pour cette explication de votre travail, complémentaire au nôtre, en effet. Solange, tu es sociologue à l'ADEME. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu interagis avec tes collègues prospectivistes, ingénieurs, économistes, et douloureusement, et ce que t'inspire ce travail? Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Je vais essentiellement enfoncer le clou par rapport à ce que tu as dit précédemment. Donc je suis effectivement sociologue à l'ADEME et impliquée dans les exercices de prospective depuis environ 2014. Alors, il y a peut-être 5 ans, vous ne m'auriez pas forcément invité à cette tribune. Alors c'est vrai que c'est assez récent. Alors pourquoi inviter des sociologues? Pourquoi faire appel au SHS? Tu l'as dit, les projections technico-économiques disent des choses, des évolutions de la demande et ne serait-ce que du contexte d'application ou d'acquisition de certaines technologies. Donc elles disent des choses qu'elles n'explicitent pas toujours. Voilà, il y a beaucoup d'implicites. Et là, ça peut valoir la peine de soumettre le réalisme et la pertinence de ces implicites aux gens qui ont la compétence pour étudier ça, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales. Mais ça suffisait pas parce que c'est vrai, en fait, c'était vrai il y a 10 ans, c'était vrai il y a 15 ans, et j'aurais pas forcément été sur cette tribune. Alors pourquoi maintenant? Eh ben, certainement à cause du rôle très important qu'on dévoue maintenant aux éléments sociétaux et comportementaux dans les scénarios prospectifs. S'il faut dater cet infléchissement, c'est peut-être la directive européenne de 2006 sur les services énergétiques qui a conclu que la technologie ferait pas tout et que les gisements peut-être les plus importants étaient dans les comportements. Alors déjà, ça a dessiné 2 choses. D'une part, le fait qu'on considère la sociologie sous le tropisme des comportements, donc on y reviendra, tu en as déjà un petit peu parlé. Et puis, ça donne aussi le rôle de cette société qui est, en premier lieu, un peu une variable d'ajustement de ce que la technologie ferait pas. Alors là, on a été un peu upgradé récemment. On est devenu la carte joker quand on veut pas d'un certain nombre de technologies. Alors c'est notamment ce qu'a fait le GIEC. On veut pas de CCS, on veut pas de nucléaire, on veut pas de géo-ingénierie, et hop, on met tout sur la sobriété. Alors ça nous amène à 2 nouvelles difficultés, qui sont, est-ce que la société est une matière plus souple? J'ai entendu qu'il n'y avait que les lois de la physique qui étaient inflexibles. Il peut parfois y avoir aussi les lois humaines qui sont pas complètement oui, non, voilà, mais qui sont pas forcément d'une souplesse absolue non plus, y compris en changeant de régime politique d'ailleurs, en vrai. Donc, vous voyez bien qu'il y a une première difficulté qui est celle-là. Et puis la deuxième, c'est de considérer que les comportements sont des comportements individuels et pas la traduction de logique collective qui encadre ces comportements individuels. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et tu l'as dit aussi, parce que ça pointe vers d'autres leviers, justement. Alors maintenant, je vous ai dit pourquoi il faut des sciences humaines et sociales, comme on fait. Donc en 2 minutes, c'est ça, c'est à peu près ce qui me reste. Alors déjà, en faisant venir des sociologues dans les exercices de prospective, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on est tous des êtres appartenant au social, et donc on a tous développé un savoir, une vision de la société. Et ben c'est très dangereux parce qu'on pense qu'on est pertinent sur ces sujets. Alors non, les sciences humaines sont humaines certes, molles diraient certains, elles n'en restent pas moins des sciences. Donc il y a besoin de mettre à distance ces préconceptions et puis de mettre en place des dispositifs d'enquête pour justement avoir une chance de trouver des choses qu'on n'a pas déjà dans sa tête. Donc voilà, donc faire appel aux sociologues ou aux psychosociologues ou aux politistes, et puis pas forcément qu'en aval des exercices, mais si tout au long, au fil de l'eau et en amont. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à l'ADEME? Alors, la première chose, parce qu'on fait toujours appel aux sociologues, enfin, les ingénieurs font toujours appel aux sociologues quand le truc marche pas, ou pour faire passer la pilule. Alors, effectivement, on arrive en aval. Bon, alors voilà, nos objectifs normatifs, comment on fait pour rendre ça appropriable et désirable pour l'ensemble de nos concitoyens? Alors, ce qu'on a fait, c'est parce que c'est quand même, voilà, je ne remets pas en compte la légitimité de ce besoin-là, c'est de traduire les scénarios qui sont quand même très abstraits, très macro, dans des modes de vie. Et là, on voit bien que si on fait des modes de vie, on n'a pas un mode de vie moyen, ça veut rien dire. Donc, on est obligé de faire avec des portraits contrastés de famille. Alors, on en a fait 8 sur les scénarios, les visions énergie, et 10 sur les scénarios prospectifs conso.
ça permet d'avoir une image un peu contrastée de ce que ça peut donner en fonction du niveau de revenu, du fait qu'on soit vieux, jeune, habitant d'un territoire rural, etc. Et ça donne d'ailleurs une première piste pour faire les choses de manière peut-être un peu plus complexe, mais plus intéressante aussi dans les modélisations très macro, c'est qu'on peut assez facilement caler les modèles, enfin défragmenter les modèles en fonction des déciles de revenus, des fonctions d'utilité qui sont différentes en fonction des déciles de revenus, en fonction aussi de la pyramide des âges et des effets âge et génération. C'est pas la même chose si vous avez 50% de population qui a moins de 20 ans ou 30% qui a plus de 65. Voilà, ça donne pas les mêmes comportements au final. Et puis ça permet aussi de voir autre chose, qui est que quand on imagine des modes de vie futurs, les gens on les connaît à l'heure actuelle. Alors ça permet aussi de nourrir les leviers à actionner. Quels sont les outils de politique publique à mettre en place pour que ces gens-là ils se comportent effectivement quand on imagine qu'ils vont se comporter. Et ça amène aussi donc à sortir de la chaîne causale habituelle, notamment quand on parle de sobriété, qui est ils vont tous prendre conscience que c'est très très important. On va les informer en la matière et donc ils vont agir de manière vertueuse. Et on sait bien qu'il y a d'ailleurs Hugues l'a dit tout à l'heure, il y a quelques décalages entre les attitudes et les comportements aussi parce qu'on est dans des logiques collectives. Donc ça permet de pointer vers d'autres leviers qui sont les outils économiques aussi, les outils technologiques, d'aménagement, d'infrastructures. On garde toujours l'information et la communication, c'est nécessaire pour tous les types d'outils, de toute manière l'information et la communication, et puis les outils réglementaires. Donc ça permet de nourrir aussi les scénarios sur ces aspects-là. Et puis pour conclure peut-être parce que j'ai pas beaucoup de temps, ça permet aussi d'éviter quelque chose qui est un risque actuel dans les scénarios de sobriété. Alors je vous remercie énormément pour la clarification que vous allez apporter au débat dans la définition de la sobriété dans votre rapport, parce que sobriété c'est un peu le Graal, tout le monde met des choses derrière et en règle générale jamais les mêmes. Donc là, ça permet vraiment de bien, de donner en tout cas une définition claire et de le réserver ce terme-là quelque chose de bien précis. Donc, éviter à tout prix l'imposition normative sur les valeurs, qui est quelque chose qui est souvent très très mal perçu de la part du grand public. C'est-à-dire, dire que la sobriété c'est quand même vachement chouette. D'ailleurs, tous les gens qu'on voit bien, les CSP qui s'y mettent, ils trouvent ça super bien, plein de sens et tout. Oui, on a quand même un foyer sur 5 en situation de précarité énergétique. Donc attention quand on parle quand on généralise. Donc éviter ça et puis éviter aussi autre chose qui est l'effet de loupe énergie-environnement. C'est-à-dire quand on fait ces modélisations, on part avec nos problématiques qui sont déjà très très larges. Notre transition, ça parle de tout, mais le monde n'est pas centré autour de l'énergie et de l'environnement, ça se saurait. Et donc on les met de côté aussi tout ce qui est de l'ordre du contexte politique et social du déploiement de la transition. Et on est quand même dans une période où il y a quelques tensions, quelques polarisations, une défiance généralisée. Donc les questions de gouvernance, de capacité à orienter tout ça, qui sont souvent mis sous le tapis, encore plus que les comportements. Donc c'est vrai que les sciences humaines et sociales au final compliquent un peu l'affaire. On est un peu on peut parfois participer à la déprime collective à l'issue des exercices de prospective, mais c'est aussi malgré tout à ce prix qu'on assure une meilleure robustesse des scénarios et puis il vaut mieux être un petit peu déprimé mais réaliste et puis y aller franchement que rêver et être très déçu au final. Merci. Merci Solange. Alors en effet, j'ai pas eu le temps de parler de désirabilité, mais je crois que tu as couvert le sujet mieux que moi. David, tu travailles chez EPE, Entreprise pour l'environnement, et tu as participé à l'exercice, même piloté, l'exercice zéro émission nette 2050. Alors est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et dire comment tu accueilles ce travail? Et je suis aussi collectionneur de micros. Oui, donc j'ai mis à jour mes notes parce que c'était le challenge de passer après 5 personnes. Peut-être un mot pour bien comprendre le travail qu'on a mené, parce qu'en fait, je pense que tout l'intérêt est dans l'angle qu'on a pris plus que dans les résultats. Donc EPE, c'est une association d'entreprises, de grandes entreprises françaises, et qui a travaillé donc du coup sur la neutralité carbone en 2050. Donc nous, c'était un scénario sous contrainte. On a regardé, on a pris l'hypothèse que la France était neutre en carbone en 2050. Ensuite, on a regardé c'est quoi les conditions pour y accéder. Et ensuite, l'intérêt, l'étude dans son format,
puisque bien sûr, donc on a fait travailler des scénaristes sur cette étude, mais surtout on avait un comité de pilotage qui s'était constitué de 27 grandes entreprises françaises, dont la plupart étaient au CAC 40. Mais du coup 27 entreprises différentes. Et dans cette étude, on a ensuite fait intervenir évidemment du coup des ingénieurs, des économistes et aussi un sociologue. Donc on avait ce double spécificité un peu d'avoir un copil d'entreprises diverses avec du coup ce qui apporte un axe de lecture particulier. Et il faut le reconnaître. Et ensuite, on a essayé d'être aussi, je dirais, intégratif de possible dans les dimensions qu'on a pris en compte. Et moi là-dedans, je dirais pas pilote, je dis ça serait très ambitieux. J'ai essayé de faire l'interface entre toutes ces personnes. Donc pour réagir par rapport à ce qui a été dit, surtout par rapport à l'étude qui est présentée ce soir, bravo. Parce que effectivement, pour nous aussi, le fait qu'on n'ait pas des professionnels de scénaristes dans le comité de pilotage, on s'est à peu près confronté à tous ces problèmes-là, mais en ayant peut-être moins de préconçus que des scénaristes habituels. Et du coup, on les retrouve tous. Donc pour ça, bravo. Un point qui est pour moi le plus important, c'est effectivement en fait, on se rend compte très rapidement que au niveau des lecteurs et des destinataires de ce type de scénarios, des scénarios en général, il y a un manque de recul et de compréhension de ce que c'est qu'un scénario et les limites qui sont attachées. Donc pour moi ça c'est quelque chose clé. Et ensuite la deuxième chose intéressante, c'est je dirais dans notre cas, peut-être la plus-value de l'exercice, il a été autant dans la démarche que dans le résultat. C'est-à-dire, ça a été un formidable exercice d'appropriation des enjeux de la neutralité carbone et au final également de la construction de scénarios par les membres du COPIL qui, in fine, ont également fait infuser ces sujets-là dans leur entreprise. Donc en fait, ça a été un outil de sensibilisation, d'appropriation et de partage très 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 fort. Et je pense que cet aspect-là, par les gens, je dirais les utilisateurs habituels de scénario, est souvent oublié. Un scénario, c'est finalement un outil pour créer un débat, pour créer une discussion, et pas une prédiction, ce qui est peut-être malheureusement trop souvent la perception que les gens peuvent avoir de ce type de travail. Ensuite, il y avait 2-3 points sur lesquels je voulais retenir parce que je pense qu'ils étaient très intéressants et c'était aussi un peu spécifique dans ce qu'on a pu faire du côté EPE. En particulier, je pense à l'aspect sociologie. Donc là, évidemment, on a tous appris sur la sociologie parce que c'est quelque chose de nouveau, mais je pense il y a certains acteurs qui ont appris beaucoup, c'est les scénaristes eux-mêmes. Puisque on avait du coup un consortium de scénaristes où il y avait les économistes, les ingénieurs et le sociologue. Et effectivement, les scénaristes, ils ont fait leur travail habituel et puis ils n'avaient jamais bossé avec un sociologue. Et ce qu'on s'est rendu compte très, très vite, c'est malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est que dès qu'il parlait avec le sociologue, ça compliquait parce que les leviers qu'on avait mis, et finalement, on se rendait compte qu'ils marchaient pas aussi bien que ça. Donc, on était obligé de revoir le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la baisse à chaque fois qu'on parlait avec le sociologue. Bon, moi, je trouve ça très intéressant. Le deuxième point aussi, c'est que pour le sociologue, ça a été très, très intéressant parce qu'en fait, il y a pas beaucoup d'exercices de sociologie prospective. Genre de faire de la sociologie à 30 ans, c'est compliqué. Donc là-dessus, d'ailleurs, je vous invite, on a fait un article qui est disponible sur le site du World Resource Institute, voilà, pour prendre justement un peu de recul sur comment est-ce qu'on pouvait faire ce type d'exercice et à quoi ça servait. Et enfin, le troisième point, je dirais, c'est
communication en dehors de l'étude. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a fait un panel citoyen en conclusion de l'étude justement pour se faire un peu challenger sur nos conclusions. Du coup, on avait mis nos 14 recommandations et puis on voulait que les gens se positionnent sur ces recommandations. Et en fait, la première réaction qu'on a eu à l'issue des 2 week-ends de travail, c'est donc, merci de nous avoir invités pour le panel, mais d'une part, on n'avait pas vraiment conscience de l'ampleur du problème du changement climatique. On n'avait pas en tête que les solutions à mettre en place elles étaient de telle ampleur. Et troisième point, on n'avait pas en tête non plus que nous, on avait un rôle à jouer d'une telle ampleur là-dedans. Donc voilà, c'est un peu des back to basic, et je peut-être aussi pour les scénaristes, il y a aussi ce point-là de ne pas oublier qu'est-ce qu'on veut faire de ces scénarios et qui on veut toucher et avec qui on veut nouer un dialogue en fait. Et dans ce cas-là, je pense qu'un des outils qui est très intéressant, c'est les portraits qu'on a fait, parce qu'effectivement, c'est assez nouveau comme exercice, et pour un scénariste ingénieur économiste, ça sert pas à grand-chose, et c'est pas ce qu'on lit dans un rapport. En revanche, quand on parle effectivement qu'on veut créer un dialogue avec une personne, avoir cet angle d'approche, en fait, finalement, on traduit un scénario en chiffres, en portrait, en narratif. Et ça, c'est super parce que ça fait qu'il y a d'autres personnes qui se seraient pas senties concernées par regarder des chiffres, des graphes, qui vont sentir beaucoup plus attirés par un narratif de mode de vie. Et du coup, on va pouvoir ouvrir des dialogues. Et ça, je suis même surpris en fait du nombre de sollicitations qu'on a eu sur ces aspects-là, alors on considérait au début ça un petit peu comme accessoire. Au début, on s'est dit est-ce qu'on va vraiment le mettre 20% de la taille du rapport sur ces portraits, et puis finalement on a été super sollicité sur cet aspect-là, ce qui est aussi peut-être une preuve qu'on commence vraiment sur ces sujets. De l'aspect concret des descriptions de transition, oui. C'est ça. Alors pour finir, et je vais finir sur ça, 2 points donc pour réagir sur les suites. Je pense que oui, ça me paraît super intéressant d'avoir cette grille d'analyse des scénarios. Parce que voilà, il y en a beaucoup. On comprend, les gens les lisent sans forcément avoir ce recul. Il nous les faut. Et l'autre point, par pitié, mettez pas 120 points dedans. Parce que il y a ce besoin de sortir du débat d'experts, et il y a personne qui va lire 120 points. Je sais que c'est utile, donc voilà, mais je fais exprès d'insister sur ce point. Peut-être sélectionner ensuite. Voilà, d'arriver à avoir une grille de lecture simple pour que les gens aussi puissent rapidement comprendre en fait quand ils lisent un scénario. Il y a certains scénarios qui sont pris comme qui sont considérés comme des textes bibliques, sans aucun recul, et ça, je pense, c'est les choses les plus graves. Donc voilà, si on peut mettre quelque chose pour pouvoir prendre un peu de recul sur ces choses-là, ça serait génial. Merci. Merci à tous. Je pense qu'on peut vous applaudir.